qui était hier à l'inauguration. Africa! Affaire Camrail, quand l'hôpital se moque de la charité. Illustration parfaite avec la reprise des voyages réguliers par train entre Douala et Yaoundé qui se peaufinent. Le jeudi 29 avril dernier, un voyage test a même été effectué entre les deux principales villes du Cameroun. À bord, le ministre camerounais des Transports, Jean-Enes Masséna Ngalé Bibé, était bien évidemment accompagné de son ministre délégué, des membres du Parlement, des autorités des collectivités territoriales décentralisées, des autorités administratives et traditionnelles et certains médias. Un voyage test qui intervient alors que des centaines de familles victimes du déraillement des ECA n'ont pas encore fini de pleurer leurs disparus et pis encore, ne sont pas jusque-là indemnisés. Cette reprise des voyages par train qui s'annonce avec Camrail est donc synonyme de mort ambulante, à en croire bon nombre d'observateurs qui n'arrivent pas à comprendre comment et pourquoi certaines autorités corrompues ont accepté de pactiser à nouveau avec ce mauvais partenaire de l'Afrique qui n'est autre que Vincent Bolloré. Comment comprendre que des wagons chinois impliqués dans la catastrophe ferroviaire qui a officiellement fait 79 morts et 6 sont blessés dans la localité des Eka, dans la région du centre du Cameroun, le 21 octobre 2016, reviennent dans la circulation juste parce qu'ils ont été rénovés. L'on se souvient que 4 mois après cet accident de train, Camrail avait procédé dès février 2017 au retrait de ces wagons chinois des trains à destination de la partie septentrionale du pays. L'entreprise avait alors officiellement invoqué des défaillances constatées sur le système de freinage. Au lieu d'en acheter des wagons tout neufs, le pilleur breton et sa clique, deux corrompus camerounais, se réjouissent plutôt d'une rénovation des 11 voitures voyageurs pour un coût total de 1,1 milliard de francs CFA dans les ateliers de Camrail, le transporteur ferroviaire camerounais. Des vieux wagons juste retapés de façade pour mieux engendrer de nouvelles hécatombes sur les rails. Pour l'heure, rien ne filtre sur la contrepartie dont bénéficiera l'État du Cameroun suite à la restitution aux constructeurs chinois des wagons livrés en 2014. Au demeurant, l'on se souvient que ce lot de 40 voitures voyageurs avait été commandé en 2011 pour un montant de 11,7 milliards de francs CFA, avait donc révélé Camrail lors de la réception de la première vague de cette commande en janvier 2014. À titre de rappel, le train Intercity, démarré donc en mai 2014, avait brutalement suspendu ses opérations en octobre 2016 à la suite de l'accident des ECA dans la région du centre du Cameroun.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique Média, bienvenue à cette autre édition en ligne rouge qui pour ce matin du mercredi 5 mai 2021 s'intéresse à l'affaire Cam Rai au Cameroun. On se rappelle justement que le 29 avril dernier, c'était la semaine dernière, il y a eu un voyage test entre la ville de Douala et de Yaoundé sur bien évidemment les rails de Bolloré avec notamment des wagons qui sont à l'origine du décès de 79 Camerounais de version officielle, notamment des sources officielles camerounaises, suite au déraillement des écarts survenu donc en octobre 2016. Et on croit toujours ce bilan officiel de l'État du Cameroun. On parlerait donc de plus de 600 blessés. Ces wagons qui ont donc conduit à la mort de plusieurs Camerounais qui ont été retirés de la circulation pour entrer dans un garage propre à Cam Rai, notamment à Bolloré, pour être refait et être remis en circulation quelques années plus tard. Des voitures voyageurs où ont été détectées effectivement des défaillances au système de freinage, ce qui aurait donc causé ce déraillement des écarts en 2016 et que les mêmes wagons reviennent encore aujourd'hui en circulation et qu'avec ces wagons, l'on entrevoit justement de relancer le voyage entre Douala et Yaoundé avec ces mêmes wagons qui ont vu donc partir plusieurs Camerounais en octobre 2016. Cela amène certainement à se poser la question de savoir si Bolloré, ce n'est pas le train de la mort. Nous en parlons ce matin avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec nos différents invités. Mais pour l'heure, il est seul. Il s'agit bien sûr d'Alain Jules Meignet, qui est donc à notre compagnie. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Alain Jules Meignet. Vous nous entendez? Alors, je ne sais pas, j'ai pas un bon retour, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Nous vous recevons. Est-ce que vous nous avez maintenant? Oui, là c'est bon. Là je vous entends très bien. Alors, je n'ai pas suivi la question parce que je n'avais pas de retour. Ok, non, c'était pas la question. Nous parlions justement, c'était les propos introductifs pour revenir pour qu'on essaye de comprendre comment est-ce que des wagons qui en 2016, parce qu'il est important de le rappeler ici, d'aucuns parlent d'une inauguration, de la reprise des voyages Douala-Yaoundé par justement Cam Rai, alors que ce sont des wagons qui ont participé massivement au déraillement des écarts en 2016. Il faut le rappeler, ce sont des wagons qui ont été rénovés. Et vu que le coût a été même évoqué, on parle de 1,1 milliard de francs CFA pour la rénovation de ces wagons qui, en 2016, avaient un système de freinage défaillant. Et c'est justement la panne qui avait conduit à ce déraillement des écarts. Alors, comment aujourd'hui comprendre qu'au lieu d'acheter des wagons tout neufs, que Bolloré, puisque Cam Rai c'est Bolloré, se moque un tant soit peu, comme on le dit, l'hôpital se moque de la charité. On a l'impression que c'est un foutage de gueule. Prendre des wagons rénovés, des wagons qui ont tué des Camerounais, les remettre en circulation et s'en vanter. Non mais écoutez, ce qui est sûr déjà, c'est que nos rails ne sont pas aux normes. Ça c'est la première chose qu'il faut dire. Donc, quand on cède, n'est-ce pas, quand il y a une concession comme ça qu'on cède à un partenaire privé, la chose qu'on doit d'abord demander à ce partenaire-là, c'est de rénover la voie ferrée, c'est-à-dire les rails. Malheureusement, nous restons, n'est-ce pas, aux normes complètement coloniales. Hein. C'est-à-dire que, alors qu'au 19e siècle, je crois que c'était en 1884, si j'ai bonne mémoire, ou 86, il y a eu des normes. C'est-à-dire que l'écartement des rails doit faire aujourd'hui entre 1425 mm et on va dire 500 mm. Donc, au Cameroun, c'est pas le cas. C'est-à-dire, quand je parle qu'on reste aux normes coloniales, c'est simplement parce que nous, c'est 1000 mm. Ça veut dire c'est juste 1 mètre. Donc, à partir de là, nous ne pouvons pas avoir sur le marché aujourd'hui des trains véritablement neufs. Nous ne pouvons pas avoir des trains qui
vont vite. Parce que vous savez, plus il y a un écartement conséquent, plus le train va vite. Donc, je crois que vous avez raison de dire que c'est un foutage de gueule. On a juste mis de la peinture sur ces wagons-là. Peut-être qu'on a changé le système de freinage, mais sans plus. Ça veut dire que demain, il y aura encore les mêmes événements. Donc, je crois que la privatisation a été une catastrophe. Et on voit aujourd'hui que ces gens-là poursuivent, et soit dans leur dynamique. J'ai vu cette fameuse inauguration du train qui partait, je crois, de Douala à Yaoundé ou de Yaoundé à Douala, je ne sais plus exactement. Et ces gens ont osé dire que c'est un train express. Vous vous rendez compte? Moi-même au volant de ma voiture, quand je pars de Yaoundé à Douala, je ne mets pas 4 heures, je ne mets pas 5 heures. Alors que bon, la route n'est pas si terrible que ça. Mais il y a des tronçons qui sont vraiment, on va dire, comme du billard. Donc comprenez que ces gens se moquent royalement des Camerounais. Je crois qu'il faut que ça cesse. Il fallait, c'est vrai, au moment de la privatisation, qu'on demande à ces gens-là de mettre nos rails aux normes. Malheureusement, notre écartement, comme je le disais tantôt, n'est que d'un mètre. Donc, forcément, il n'y a pas de... Moi, je crois que... Il me souvient quand j'étais gamin, je partais avec ma mère de Yaoundé. À l'époque, mon feu père était du côté de Mokolo, dans l'extrême nord. On partait de Yaoundé en voiture, on mettait la voiture dans le train jusqu'à Gaoundéré. Mais vous vous rendez compte qu'on passait toute une journée. Alors que Yaoundé-Gaoundéré, c'est 650 km. Donc ça veut tout dire. Il y a un gros problème. Tant que nos rails ne seront pas aux normes internationales, tant que nos rails resteront d'un écartement de 1000 mm, on n'aura que les trains que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire aucun train neuf, rien du tout. Donc voilà, je crois que ces gens se moquent réellement ils se foutent de notre gueule, comme vous l'avez dit. Je reste sur ces propos-là. Qu'on puisse focaliser sur les wagons, sur les voitures voyageurs, parce que quand on essaye un peu de feuilleter le dossier du procès portant sur le déraillement de Zika, la seule erreur, l'une des erreurs principales, c'était bien sûr le système de freinage qui était défaillant au niveau bien évidemment de ces wagons-là. Mais sauf que là, vous ajoutez encore, j'ai envie de dire, un autre problème qui est bien sûr les normes des rails. Donc en fait, ça fait deux problèmes qui sont évoqués, deux problèmes qui sont passés, on a envie de dire, passés en sourdine, et que voilà qu'aujourd'hui, dramatique accident de train ce vendredi au Cameroun. Camerounaises décident à nouveau de faire confiance à cette entreprise. Mais je crois que c'est vraiment... moi, je vous dis, je suis triste quand je vois cette compagnie rester toujours là, après la catastrophe des ECA. Je crois quand même que c'était 79 morts, plus de 600 blessés. Ces gens-là, il fallait leur retirer cette concession-là. Bon, certains juges camerounais allaient encore peut-être donner raison à ces gens-là en disant que voilà, on a signé une convention, c'est une concession de X temps, il faut les laisser sur place. Mais ces gens, je regrette, mais je le dis comme ça, sans porter de gants, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. On ne peut pas accepter que des gens se retrouvent là à gagner de l'argent, parce que réellement, qu'est-ce qui s'est passé pour la catastrophe des écarts? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un problème, effectivement, sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Alors, ces gens-là ont surchargé le train. Donc, c'est la première faute. Donc, il y a une responsabilité de cette compagnie-là. Ensuite, sachant que, je crois qu'il y a quand même des mécaniciens, un accident peut arriver, c'est vrai, mais avant qu'un train se déplace, il y a des tout vérifier. Alors, il y a eu, soi-disant, un dysfonctionnement au niveau du moteur, d'après les témoignages qui ont été reçus. Ils disent que, voilà, subitement, avant l'entrée des ECA, le train a commencé à aller hyper vite, même dans les virages, etc. Mais donc, on reparle de cet écartement-là, où on dit que les trains ne peuvent pas aller vite. Ce n'est pas possible. À partir du moment où la catastrophe pourrait être évitée. Donc, ces gens-là, qui sont restés, on va dire,
dans leurs soi-disant travaux des trains et tout, est-ce qu'ils ont travaillé les voies? Je reconnais qu'effectivement c'est hyper cher, mais ils ont gagné de l'argent. Parce que bon, je parle en euros. Je crois que un kilomètre de rail, là je parle pour, par exemple, les TGV, c'est 1 million d'euros, par exemple, 1 kilomètre. Hein. C'est hyper cher. Mais voyez-vous, si on investit dessus, je ne sais pas combien de kilomètres par la voie ferrée Yaoundé-Douala, mais je me dis que ce n'est pas plus de 400, ce n'est pas plus de 500 kilomètres quand même. Si Yaoundé c'est 650 kilomètres, ça veut dire que Yaoundé-Douala, c'est peut-être 300 kilomètres. Je crois que il faut se donner les moyens de pouvoir mettre de l'argent, enfin demander à cette compagnie-là de mettre de l'argent, et cette compagnie a de l'argent, de mettre de l'argent pour que les rails soient aux normes internationales, enfin ISO 9001, voilà, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et ainsi, je vous dis qu'il y aura moins de catastrophes. Voyez-vous, il y a combien de catastrophes en France? C'est maintenant certainement au niveau des trains interrégionaux où souvent les trains passent dans des villes et puis donc c'est pas sécurisé. Mais aujourd'hui là, c'est grave ce qui se passe avec cette inauguration là. Moi, je vous avoue que j'ai été choqué. On aime tous notre pays, mais rester dans ce genre de train, je crois que c'est de la ferraille rouillée. C'est pas parce qu'on remet de la peinture, vous savez, sur une ferraille rouillée, ça ne veut pas dire que c'est neuf, ça ne veut pas dire que c'est sécurisé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça, ce sont de vieux trains. Et je ne crois pas qu'il y a de la sécurité. Ce n'est pas parce qu'on a fait un habillage, j'ai vu à l'intérieur un habillage, de beaux fauteuils avec des coussins. Et ça, c'est du maquillage. Il n'y a rien d'autre. Parce que le cœur du problème, ce sont les rails. C'est le cœur du problème, ce sont les rails. Tant que nos rails ne sont pas aux normes, vous verrez bien que tous nos trains que nous avons chez nous sont des trains d'occasion. C'est-à-dire qu'on prend de la vieille came, ici ou là, qui peut encore rouler sur ces rails-là, simplement parce que nous n'avons pas des rails aux normes. Donc franchement, tant que nos rails ne seront pas aux normes, ça ne vaudra pas la peine. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette histoire-là, où j'ai vu le ministre se déplacer, tout ça. Mais je crois que, franchement, je suis choqué. Je ne vous cache pas que je suis choqué. Alors, justement, parlant du ministre Alain Jumbénié, il n'était pas seul. À ses côtés, il y avait certains députés, il y avait des autorités administratives, des autorités traditionnelles, comme pour dire en fait que c'est une partie du gouvernement camerounais qui était quand même présent pour ce voyage test. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que des autorités camerounaises puissent accepter ce foutage de gueule qui se passe? Et il est important également de rappeler, parlant des indemnisations des victimes ou encore des familles des victimes de ce déraillement, il y a beaucoup de zones d'ombre qui, malgré que le temps soit passé, beaucoup de zones d'ombre qui subsistent encore. Il y en a qui jusqu'ici attendent toujours d'être indemnisés. Il y en a qui, ont évoqué lors de l'indemnisation, la distribution des fonds alloués par le chef de l'État. Il y en a qui ont évoqué beaucoup de magouilles. On a comme l'impression, en fait, que tous ces Camerounais sont morts pour rien. Parce que si les autorités camerounaises ont pris part à ce voyage de test, apprécié, parce qu'au finish, ils ont accordé quelques interviews où ils ont apprécié le travail qui est fait. C'est une façon de dire que, voilà, peut-être un autre déraillement similaire serait peut-être la bienvenue. Écoutez, moi, je vous ai dit tout à l'heure mon sentiment, je suis complètement choqué. C'est-à-dire de voir ces gens-là venir féliciter du pipi de chat, passez-moi l'expression. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens qui ont voyagé, des gens qui sont allés ailleurs, des gens qui ont vu comment ça se passe, des gens qui ont cette latitude-là de pouvoir se renseigner auprès de certaines autorités à l'extérieur, puissent accepter qu'on soit traîné ainsi dans la boue par une compagnie. C'est incroyable. On prend simplement l'exemple du port de Douala. Quand on sait qu'en 9 ans, ce groupe-là, le groupe Bolloré, a été incapable d'apporter ce qu'aujourd'hui le groupe camerounais apporte,
en moins d'un an, vous vous rendez compte, faites la comparaison entre 9 ans et 1 an à peine, et on voit des résultats qui sont largement élevés par rapport à ce que Bolloré faisait. Donc, c'est le cas aussi au niveau du chemin de fer. Je ne crois pas que les gens prennent le train et ne payent pas. Donc, il y a énormément d'argent. Mais voilà un groupe qui veut se faire de l'argent sur le dos des Africains, sur le dos des Camerounais, mais sans laisser quelque chose de probant aux Camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il vient exploiter les Camerounais. Et quand des Camerounais s'associent à cette exploitation-là, c'est du colonialisme. Ça veut dire que, comme par le passé, il y a des Noirs qui s'associent, n'est-ce pas, aux colons, pour qu'on pille leur pays, pour qu'on maltraite leur pays, pour que leurs frères soient maltraités. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, franchement, je suis assez dur par rapport à cela, parce que on ne peut pas le comprendre, chère madame, que les gens s'associent à cette magouille-là, que les gens s'associent à cette arnaque. Et justement, je rappelle que ces gens voyagent. Ces gens vont partout dans le monde. Comment ne voient-ils pas ce qui se fait ailleurs? C'est quand même hallucinant. C'est même inacceptable. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Et vraiment, j'ai beau réfléchir, j'ai beau cogiter, mais je ne comprends absolument rien. Or, ces gens ont eu le temps nécessaire pour refaire les rails et ainsi permettre qu'il y ait plus de sécurité sur la voie ferrée. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repeint leur train et puis ils ont changé soi-disant le système de freinage et puis ils remettent ça en route et tout. Il faut une espèce d'habillage à l'intérieur avec des fauteuils ou des sièges, on va dire, en sky ou en faux cuir. Mais franchement, on se moque de nous. On se moque de nous. Je crois qu'il faut que ça s'arrête quand même. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible que ce groupe-là vienne gagner de l'argent chez nous et ensuite se moque de nous. Il faut arrêter ça. Mais je ne sais pas jusqu'à quand sa concession va sur Cap Rail, parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Je crois qu'il faut que les Camerounais poussent une gueulante. À défaut, moi, sincèrement, si je vivais au Cameroun, moi j'allais appeler au boycott de la voie ferrée. Je dis, écoutez, vous ne prenez pas, tant que ces gens n'arrangent pas la voie ferrée, ne prenez plus le train. Parce que ce n'est pas possible. Et combien ils reversent à l'État? Il faut aussi voir. Déjà, au port, ils ne reversaient pratiquement rien à l'État. Et je me dis, là-bas, ils ne reversent rien à l'État. Mais est-ce que ça aide les Camerounais? Non. Ça met les Camerounais en insécurité. Les gens, il faut arrêter cela. Très, très, très vite. Voilà. Votre colère, Monsieur Alain-Gilles Meignet, et c'est une colère qui est partagée par des Camerounais avertis, des Camerounais justement qui ne veulent plus avoir à traiter avec bien évidemment le Breton Vincent Bolloré. Monsieur Simon nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour déjà à vous, Monsieur Simon, et merci d'être des nôtres ce matin. Merci Linda de m'avoir invité sur ce plateau ce matin. Je voudrais dire bonjour à Monsieur Meignet, Jules, pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces interventions. Et puis je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média dans le monde entier, surtout les fan clubs d'Afrique Média. Et Manuel, excuse-moi, avant de revenir sur le problème de Bolloré, oui. Vous allez m'excuser, depuis 1 mois je m'interroge, avec beaucoup d'inquiétude, parce que quand on tombe, il ne faut pas voir seulement là où on a tombé, mais là où on s'est pour tomber. Je m'interroge, je me pose des questions. On nous a fait savoir que Adam et Ève, c'était les 2 premiers êtres du monde entier. Et que c'est grâce à eux que le monde existe. Je dis, je suis d'accord. Mais comment est-ce que Adam et Ève ont pu faire des enfants? Ça veut dire qu'ils ont fait des enfants où la mère a couché avec l'enfant et la fille a couché avec le père. Pourquoi on est le monde? Je suis très inquiet. Et ça, c'est encore les histoires des Blancs qui nous le disent. Et je dis ça par rapport à tout ce qui se passe dans les pays africains. D'accord. Et je m'interroge encore sur d'autres choses. On me dit, Adam et Satan, Jésus et Satan, Dieu a préféré sacrifier son fils pour libérer le monde. Moi, j'aurais souhaité que Dieu tue Satan et laisse Jésus en vie, parce que ça fait 2021 ans. Satan est toujours existant
et Jésus est mort pour rien. Nos péchés sont toujours là et je suis très embêté. Je m'interroge par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, les guerres et tout et tout. Et pour vous situer d'où viennent nos problèmes. Je m'interroge quand je vois l'Arabie Saoudite, qui est un très grand pays, avec tous les armes sophistiquées qu'ils peuvent avoir. Mais chaque année, les Africains, en majorité, vont louer des cailloux pour lancer sur un Satan et on tourne autour. Et pourtant, avec les armes que l'Arabie Saoudite a, ils pouvaient détruire Satan et libérer le monde. Je m'interroge quand je vois les sectes et les églises ont envahi toute l'Afrique, dans tous les quartiers du monde d'Afrique. Quand vous ouvrez un poste radio, ce sont les églises éveillées, ce sont les versets bibliques, tout et tout et tout. Mais aucune usine et aucune industrie pour libérer l'Afrique. Je me pose des questions. Et je souhaite que les Africains m'aident à trouver des solutions à ces problèmes. Parce que c'est là où partent tous nos problèmes. On nous a enfermés dans une histoire qu'on appelle la Bible, le Coran et tout le reste. Je me pose des questions. Si Dieu avait une parole, je pense qu'il n'y aurait pas des milliers de Bibles, 14 traductions pour la parole d'un individu, d'un Dieu unique. Je me pose des questions. Maintenant, j'espère que les Africains qui m'ont écouté ce matin vont m'aider à comprendre. Je reviens sur Bolloré maintenant. Oui, justement, pour parler de Bolloré, nous en parlons ce matin avec ce voyage test qui a eu lieu le 29 avril dernier entre Douala et Yaoundé. Parce que depuis 2016, M. Simon, après la catastrophe des Eka survenue le 21 octobre 2016, les voyages entre Douala et Yaoundé avaient été interrompus par voie ferroviaire. Et puis, subitement, le 29 avril dernier, il y a un voyage test qui a été effectué pour permettre aux autorités camerounaises d'apprécier la qualité des wagons, les mêmes wagons qui ont tué, on va le dire ainsi, des Camerounais en 2016. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette attitude d'abord camerounaise et puis maintenant cette attitude à la version Vincent Bolloré? Madame Linda, il y a quelque chose qui m'inquiète. Beaucoup de fonctionnaires pensent qu'ils sont les patrons de tous les Africains. Les fonctionnaires sont les ouvriers du peuple. Parce que c'est grâce au peuple qu'ils sont payés. Les gens ne doivent pas se comporter comme s'ils avaient un champ de cacao derrière la maison qui leur permettait d'avoir un salaire tous les mois. Les bureaux, tout et tout, ce sont les Africains, les ouvriers qui payent. Ça veut dire qu'à travers les impôts, les gens ne peuvent pas nous mépriser au point de prendre l'argent et sacrifier un continent, sacrifier des êtres humains. Il me souvient qu'il y a eu plus de 100 morts à Iseka. De source officielle, il parle de 79 morts. C'est source officielle. Qui est officielle, qui ne l'est pas. Jusqu'à aujourd'hui, où en est-on avec les indemnisations? Où en est-on? Qu'a dit le gouvernement? À quel niveau se trouve la commission qu'on a mis en place pour faire la lumière sur cette histoire? Madame Dédi, je suis très inquiet pour mon pays. Je suis très affecté. Pas seulement pour mon pays, pour toute l'Afrique. Parce que quand vous voyez le degré de corruption qui est au sommet et même au bas de l'échelle du continent africain, je suis inquiet pour l'avenir de nos enfants. Je suis très inquiet. Voilà une compagnie comme Bolloré, qui n'aurait dû plus avoir rien à faire en Afrique. Je dis en tous les pays africains. Mais à qui, chaque fois, des fonctionnaires véreux signent des contrats parce qu'on leur a donné de l'argent. Ignorant que depuis l'arrivée de Bolloré, il n'y a même pas eu un seul mètre de rail ajouté. Au contraire, on a détruit tous les rails qui existaient. La ligne Douala-Konsamba n'existe plus. La ligne Kumba n'existe plus. C'est inadmissible. C'est un scandale quand je vois des vieux... c'est pas croyable. Des vieilles locomotives avec la subvention d'État, avec les impôts que nous on paye. On s'endette. On donne à un triste individu qui est incapable de faire quoi que ce soit, qui ne remplit même pas des cahiers de charges. Madame Dédi, je suis gêné. Je me demande si, à la tête de l'État du Cameroun, il y a encore quelqu'un. Je suis désolé de le dire. Parce que chaque fois, quand on le dit, certains zozos vont se mettre à l'homme pour dire que voilà un opposant. Un opposant, c'est celui qui aime son pays et qui dit habiter au pays pour que ça change. Je suis désolé. Madame Dédi, si je vous aime, vous avez un habit sale. Si je ne vous le dis pas, ça veut dire que je ne vous aime pas. Je dois dire que l'habit que vous portez est sale pour que vous changez, pour faire plaisir à tout le monde.
Je suis désolé, dans un pays où on passe tout le temps à traficoter, à raconter n'importe quoi, on occulte la vérité. Je suis désolé. D'accord. Je ne prêche pour aucune chapelle. Je dis encore une fois, il faut que notre pays change pour le bonheur de tous ses enfants. On est arrivé à un stade où on ne sait plus qui fait quoi dans ce pays. Regardez Bolloré. Bolloré qui ne devrait plus être nulle part. Je dis nulle part. Même les antennes paraboliques, Canal+, on devrait les détruire. Boycotter tout ce qui concerne la France. Je suis triste de le dire, Madame Dedi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà un pays où on avait les rails qui fonctionnaient correctement. L'écart des rails aujourd'hui, régulièrement dans le monde, c'est 1,20 mètres. Mais au Cameroun, on est encore au rail de 90. Ça veut dire qu'on ne peut même pas mettre des trains à grande vitesse sur ces rails. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais? Est-ce que quand quelqu'un arrive à la tête d'un service, c'est pour détruire ou bien c'est pour construire? Est-ce que cela pense à l'avenir de leurs enfants? Mais M. Simo, il y a autre chose que les Camerounais n'arrivent pas à comprendre. On sait très bien que le peuple est représenté au niveau de l'Assemblée nationale par des députés. Et donc, durant ce voyage test, il y avait des députés qui ont pris part à ce voyage et qui, voilà, ont apprécié le fait que, voilà, dans les jours à venir, les voyages pourront reprendre entre Douala et Yaoundé. Est-ce que le fait justement que ces représentants du peuple, qui sont ces députés, qui ont pris part à ce voyage, est-ce que la présence de ces derniers signifierait tout simplement que le vrai peuple camerounais n'a personne sur qui compter? Madame Lady, depuis 1960, il n'y a aucun représentant du peuple nulle part. Il n'y a aucun représentant depuis les indépendances. Les pères fondateurs qui ont voulu mettre en place, qui avaient un projet sérieux pour le Cameroun, on les a écartés, on les a mis de côté. On a pris des gens qui n'avaient même pas, qui ne savaient même pas ce que c'était l'indépendance. Madame Dedi, je voudrais vous dire une chose. Quand vous avez le projet de la construction d'une maison, vous avez fait votre plan. Et quand on prend votre plan pour donner à quelqu'un qui n'avait même pas une idée d'une fondation, vous voulez que ce monsieur fasse quoi de votre plan, puisqu'il ne s'attendait pas? Ce qui se passe au Cameroun, aujourd'hui, on voyage dans l'obscurité totale. Parce que les gens qui ont voulu l'indépendance, on les a écartés pour donner à des gens qui n'y pensaient même pas. Et on les a conditionnés. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de... Je voulais parler de ma réflexion. Parce que quand vous voyez comment est-ce que les gens en sont arrivés là, ça veut dire qu'on les a utilisés, on les a manipulés, et c'est cette manipulation qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais M. Simo, comment est-ce qu'on peut manipuler des grandes personnes? Comment est-ce qu'on peut manipuler des autorités? Comment est-ce qu'on peut manipuler des représentants du peuple qui sont censés parler pour le peuple, des personnes qui sont censées défendre le peuple? Comment ces personnes peuvent être manipulées à ce point? Mme Dedi, quand vous avez vos... Au détriment des milliers de Camerounais qui ont perdu de la vie. Quand je dis milliers de Camerounais, je pense aux morts, je pense aux familles qui restent jusqu'à ce jour attristées. Vous savez, Madame Dedi, quand vous avez un gourou de l'autre côté de l'océan, il vous donne des ordres à distance. Vous ne pouvez qu'obéir. Je vous parlais des sectes, des églises, des... Est-ce que ces autorités sont obligées d'obéir à ces ordres, M. Simo? Ils sont pas obligés, mais ils ont signé des pactes que vous ne pouvez pas contrôler, Madame Dedi. Ils ont signé des pactes. Vous vous rendez... Et le drame, c'est que ces gens-là, ces esclaves de maison, ne savent pas que quand vous êtes à côté d'un lion, vous attrapez les chèvres pour donner au lion, pour le nourrir. Le jour où il n'y a pas de lion, de chèvre, ils vous mangent parce que c'est que vous êtes une chèvre. Les gens ne comprennent pas. Ils savent pas que ils sont en train de tuer complètement leur génération pendant des siècles. Des siècles. Les gens ne peuvent pas comprendre que vous êtes à la tête d'une structure. Au lieu de rendre service, vous tuez la structure. Vous pensez que l'argent que vous prenez là, ça va servir à vos enfants. Ce n'est pas possible. Vous êtes en train de creuser votre tombe pendant des générations. Vous voyez comment la plupart de ces gens meurent. Ça ne leur donne pas de leçon. Aucune leçon. Les gens continuent à faire de la prédation à la tête des États, dans les ministères, partout. Et c'est une honte. Il est temps que les gens se réveillent pour se poser de vraies questions. Où est-ce qu'on va? On va arriver à quel niveau avec cette manière de se comporter? Madame dit, c'est une honte. Vous me parlez de demander si les gens sont obligés. Mais vous vous rendez compte que les gens font n'importe quoi pour se maintenir au poste quand ils y arrivent. Parce qu'ils ne pensent qu'à leurs intérêts. L'intérêt du peuple ne les intéresse pas. C'est pour ça que je vous interpelle tout à l'heure en vous disant que la plupart des fonctionnaires qui arrivent à des postes de responsabilité oublient même que c'est le peuple qui paye leur salaire. Et c'est ce peuple qui sont leurs véritables patrons.
Parce que vous êtes dans un bureau. Ce n'est pas de l'argent de votre poche que vous payez la lumière. Ce n'est pas l'argent de votre poche que vous payez l'essence. Qu'il faut louer la maison, c'est le peuple qui vous loge. Vous devrez respecter ce peuple. Malheureusement, c'est le contraire. On a fait en sorte qu'en Afrique, on a mis en place, les gens ont créé des salles de classe, ils ont mis là-dedans des gens qui sont en classe, et on n'a pas créé d'école, on n'a pas donné d'éducation, et finalement, on a des gens qui sont là à réciter et à recevoir des ordres de partout, sauf les ordres de ceux qui l'ont mis en place. Et c'est le drame de l'Afrique. Ça veut dire que le système scolaire est entièrement à refaire. Parce que le système est colonial. On n'apprend pas aux gens à développer, à faire des recherches. On leur apprend à remplir des CV pour aller chercher des emplois. Il est temps que les gens réfléchissent pour créer des emplois. Pour créer des emplois, quand vous êtes à l'école, au lieu de penser que je vais aller travailler, je vais rentrer dans la main, pensez à créer. Il y a des choses à transformer en Afrique. Je suis désolé de voir la manière dont les gens fonctionnent en Afrique. C'est triste et désolant. Je dis avec beaucoup de haine, parce que je suis fâché. Fâché parce que ce qui se passe en Afrique, c'est un scandale. Et malheureusement, c'est rien qu'en Afrique que tout ça se passe. Ailleurs, c'est pas possible. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, sachez-le, le programme, c'est Ligne Rouge. Et donc, pour ce matin, nous parlons du transport ferroviaire au Cameroun, avec bien sûr la reprise des voyages réguliers par train entre Douala et Yaoundé qui se profilent, et ceci au détriment de toutes les victimes de la catastrophe des Zeka. Donc, une situation qui amène certains observateurs à penser que visiblement, Vincent Bolloré n'a rien à faire des victimes, et bien évidemment des victimes justement des victimes et des familles, il faut le dire, du déraillement des Zeka survenu le 21 octobre 2016, parce qu'il faut le rappeler, il y a des centaines de familles qui n'ont pas encore fini de pleurer leurs disparus. Il y en a même certaines victimes de ce déraillement qui n'ont pas encore été indemnisées à la suite bien évidemment de ce déraillement des Zeka qui a plongé le Cameroun tout entier dans un deuil national ce jeudi-là. Et donc, quelques années plus tard, l'entreprise en charge, bien sûr, du transport ferroviaire au Cameroun, Camrail, décide donc de rénover, avec bien évidemment l'approbation du gouvernement camerounais, de rénover des wagons qui ont conduit justement à la perte, à la disparition brutale de ces Camerounais, et de remettre ces wagons en circulation pour le même tronçon Yaoundé-Douala, ou du moins Douala-Yaoundé, et à bord justement de ce voyage de test des autorités camerounaises, des représentants du peuple, du côté bien sûr de l'Assemblée nationale, des autorités traditionnelles et bien évidemment administratives, pour accompagner la compagnie ferroviaire dans cette reprise de voyage ferroviaire qui se profile donc à l'horizon. Comment comprendre une telle situation dans un pays comme le Cameroun? Nous en parlons ce matin avec vous, chers téléspectateurs. Le standard est d'ores et déjà ouvert. Nous y allons tout de suite avec ce premier téléspectateur. Bonjour et bienvenue. Ok. Bonjour à Linda. Bonjour à Père Simon. Je vais intervenir sur le thème de ce matin. Bonjour Linda Déby, bonjour à Père Simon. Je voudrais intervenir dans le thème de ce matin. Je voudrais tout simplement dire que Bolloré n'a que foutre des morts de l'Afrique et des Zeka. Ce qu'il veut faire en remettant ce train intercity sur les rails pourris, c'est qu'il se prépare à sacrifier encore d'autres. Puisqu'il a fait la première fois, il a vu qu'il n'a pas été inquiété. Il n'a indemnisé personne, ça ne lui a rien dit. Il n'a pas été inquiété. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il se prépare encore avec cette qualité de rail sur lequel ce train a été remis en marche. C'est qu'il va sacrifier encore plus que ce qu'il a sacrifié avant. C'est maintenant au Camerounais d'être sage. Pendant les 6 mois que le train-là ne marchait pas, et que les gens ne voyageaient pas, si les gens choisissent de prendre un intercity, il fallait se faire égorger par Bolloré. Ça les regarde. Normalement, quand vous dites même que le représentant du peuple, il représente même le peuple ici, là, dans tout ça. Ces représentants du peuple, chacun est là pour chercher ses intérêts. Ils ont reçu leurs enveloppes et ils sont allés jouer le jeu. C'est un jeu. Ma fille, c'est un jeu.
Donc c'est au Camerounais maintenant d'être sage. La vie est un choix. Si vous choisissez de prendre un test ici pour marcher sur les rails pourris, hier c'était un Ezeka. Peut-être demain, je ne sais pas à quel niveau il va encore sacrifier des vies. Il faut que les Camerounais deviennent sages avec des choses comme ça. Il ne faut pas accepter ça. Les gens doivent être lucides, doivent avoir le discernement. Bolloré prépare un autre coup de sacrifice humain. Il a fait l'autre. Qu'est-ce qu'il y a que. Il devait profiter même de cet accident des Ezeka-là pour refaire même les rails Yaoundé-Douala. Il ne l'a pas fait. Et il se contente seulement de peindre les vieux wagons pour venir dire qu'il y a un test ici. Que les Camerounais soient sages. Est-ce qu'ils sont obligés de prendre un test ici? Depuis que le train s'est arrêté, les gens ne passaient plus à Douala ou à Yaoundé. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Soir, également au standard ce matin. Bonjour pasteur Soir et bienvenue. Bonjour Lida Dédé, la grâce de Dieu soit avec moi ce matin. Je salue Simon. Simon, sois salué. Merci pour tes interventions. Vous avez les salutations du collectif des pasteurs panafricains qui a pu vivre des prières par rapport à l'Afrique centrale parce qu'il faut dire que actuellement avec tout ce qui se passe en Afrique centrale, il faut qu'on implore vraiment le Seigneur. Donc, je reviens également sur le sujet qui est important. Moi, ce sera des préoccupations, Lida, et je pense que tu vas me situer. C'est ça la préoccupation que je vais poser parce que je ne comprends pas. J'aimerais savoir, puisque le transport du train va reprendre, qui reprend le transport? C'est le gouvernement ou bien c'est un privé, un Camerounais, un opérateur camerounais qui reprend? Ça, c'est la première question. 2. Est-ce que ce transport, c'est Bolloré, le train de la mort, là, est-ce que les victimes ont été réellement dédommagées? Dans le cas, s'ils ne sont pas dédommagés, quel est le problème? Où le gouvernement a été faible sur ce point, où les avocats du gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour ceux qui ont perdu leur vie? Ceux qui ont été dédommagés aussi, et ceux qui n'ont pas perdu leur vie doivent aussi être dédommagés. Donc tout ça, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on réserve à Bolloré? Est-ce que Bolloré est toujours opérateur au Cameroun ou il a d'autres activités au Cameroun? Parce que ça sera quand même une foutaise de la part de cet opérateur économique français. Maintenant, pour finir, comment les Camerounais s'organisent aujourd'hui afin de pas eux-mêmes prendre le relais de ce secteur économique qui est très justé au Cameroun? Je vais parler également de ce transport ferroviaire. J'allais finir, c'était là ma préoccupation, que le Seigneur bénisse les pasteurs soit depuis le Ghana. Merci. Passion ce matin. Nous restons au standard avec Zerfel. Bonjour. Alors nous allons prendre Zerfel tout à l'heure. Un tour aux États-Unis s'impose quand même. Bonjour à vous depuis les États-Unis. Je peux parler? Allez-y monsieur, nous vous écoutons. Bonjour, Linda Bibi. Bonjour, monsieur Simon. Je dis bonjour à l'autre aujourd'hui, un nom. Vous savez, moi je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Bolloré dit assassiner des milliers de Camerounais. Et tout le monde est ressources financières. Avocats corrompus, ministres corrompus, tous ceux qui sont autour du président Biya, ils sont tous corrompus. Vous ne pouvez pas accepter que Bolloré ne dise pas sur les Camerounais. Est-ce que le ciel est tombé dans la lagune? Et puis il a disparu. Le ciel n'est pas tombé dans la lagune, le ciel n'est pas tombé dans la mer. Vous avez caché des corps et puis vous venez dire aux gens que oui, il y a des disparus. Hein? Arrêtez de vous moquer des Camerounais. Et puis, un Camerounais qui a été blessé, paralysé à vie, 1 million. C'est l'argent ça. Il y a un jeune qui était en prison.
Il a fait 7 ans. Après, ils ont vu que ce monsieur-là, il n'était pas, comment on appelle ça? Non seulement il n'était pas guilty, et puis, c'est pas lui qui avait commis le crime. Mais il a eu 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, parce qu'il a fait 7 ans. Mais vous venez tuer des gens, et les ministres sont autour du président là. Ne tuez pas le président Biya, hein. Les âmes passent par ce foutre là. Vous ne voyez pas les trains du Japon là? Vous ne voyez pas? Nous sommes au 21e au siècle. Vous venez prendre des cartons et puis monter dans le train pour faire comme si chose. Les Camerounais sont morts. Respectez les Camerounais. Vous les ministres là, arrêtez ça. Et les Camerounais, M. Timo, vous avez des partisans. En tout cas, mobilisez-vous pour écouter ça. Écoutez ça. Les Camerounais sont morts. Et puis les ministres vont lâcher de jouer le jeu avec les gens. Non, arrêtez ça, je vous en prie. J'ai mal. Bolloré, il vient tuer les gens, et puis vous faites des conneries comme ça, ils vous donnent de l'argent pour tuer. C'est même chose comme coronavirus. On vous donne des milliards pour venir vacciner les gens. Linda Denis, merci pour tout ce que vous faites à Afrique Média. Mais je vais vous quitter. Ça me fait mal. Merci. Après, vous guys. Bye bye. Madame Pinters, de nous avoir appelé ce matin. Nous allons finalement prendre de Zerfel. Bonjour. Bonjour Linda, bonjour comment dire, tous les techniciens, bonjour Afrique Média. Vraiment, excusez-moi si ça fait des semaines que je n'ai pas intervenu parce que j'ai été sonné vraiment par la mort du maréchal Idriss Déby. Et c'est là, je n'ai plus de courage d'appeler sur Afrique Média parce que quand je pense que ce monsieur il est vraiment mort, vraiment j'avais perdu vraiment trop de choses dans la tête quoi. Alors, je me reprends un peu. Je vais intervenir ce matin sur le Cameroun. C'est là je vais commencer ce matin. Et c'est très dur avec vous ce matin là. Parce que le Camerounais, il est comme Ivoirien. Hein. Nous sommes, d'après une de vos chanteuses là, elle dit que nous sommes des jumeaux. Alors comment dans un pays comme ça là, on tue des Camerounais et ces Camerounais encore qui augmentent la chose, comment dirais-je, la douleur de ces gens-là. Parce que tout ce que mes frères ont dit, ceux qui sont passés avant moi, vraiment, ils ont enculé les choses. Vous, les Camerounais, vous, les dirigeants, hein, pas ceux d'en bas. Parce que ceux d'en bas, eux, ils ne trouvent rien. Parce qu'il y a des ministres qui détournent des milliards. Comment quelqu'un il peut détourner des milliards qu'on le met en prison? Mais parce que les prisons dans lesquelles ils se trouvent, ils sont à la maison. Comme un prisonnier qui est dans une prison, il va faire l'anniversaire, il va se péter du champagne. Ça, c'est une prison. Mais moi, je me demande si vous là, les Camerounais, si vous êtes tombés par la tête, il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Sinon, comment un monsieur comme ça, il tue des milliers de Camerounais et on s'en va faire la ferraille, et on met ça sur les rails, et puis les gars commencent à applaudir qu'ils ont trouvé des nouveaux trains. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Or que vous, parmi, quand on arrive au Cameroun aujourd'hui, vous êtes les mieux, il y a plein d'intellectuels là-bas. Mais vous faites quoi même? Attendez, parce que quand moi je me pose la question de plus souvent, je me regarde des Camerounais, et ils font des trucs qu'un pays même pauvre, même, c'est-à-dire un pays de désert ne peut pas faire. C'est-à-dire que vous laissez n'importe quoi, vous piétiner. Et après, vous êtes là, en train d'applaudir une seule personne, qui est le doyen, le président Paul Biya. Parce que quand on dit le nom du président Paul Biya, tous les Camerounais, ils deviennent plus noirs que le mot noir. Parce que vous êtes dans la colère. Attendez là. Ce monsieur là, il met des ministres qui vous piétinent et vous regardez, vous l'applaudissez tous les jours. Ça veut dire quoi? Parce que lui là, s'il n'est pas au Cameroun, vous ne pouvez pas vivre là quoi. Je parle du président Biya. S'il n'est pas au Cameroun, vous ne pouvez plus vivre. Arrêtez ça un peu. On tue des gens, comme le maire de français là, il vient mettre la ferraille, et puis vous applaudissez.
Parce que ma soeur qui a appelé des États-Unis, 1 million, ça veut dire quoi? 1 500 euros? C'est ça que c'est la mort d'un individu? Mais un enfant, combien, quand il vit là, jusqu'à 60 ans, vous savez combien de bouches il va nourrir avant de quitter sur la terre des hommes vivants? On lui donne chez vous, on vous donne 1 million et puis vous applaudissez. On lui donne, attendez là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Respectez-vous un peu les Camerounais. On compte sur vous et vous déconnez tous les jours. Arrêtez ça. Et puis il y a des gens, quand il y a des bonnes personnes qui arrivent sur le plateau, quand ils parlent, comme M. Simon qui est là, quand il dit des trucs, vous l'écoutez pas. Hier, j'ai écouté les choses, comment dire, le docteur Célestin, il a fait des projets. Mais vous attendez quoi pour écouter ces gens-là? Il y a un monsieur qui est sur le plateau tout à l'heure, là, je l'ai écouté. Il a des projets. Vous attendez quoi pour écouter? On met des ministres qui ne sont rien, ils sont là pour prendre l'argent. On prend votre argent. Et vous, ils vous laissent dans la pauvreté. Et puis vous ne réagissez pas. En Côte d'Ivoire, nous on est barricadés par des armées de la sous-région. C'est pourquoi nous on est là. Mais malgré ça, nous on réagit quand même. Mais vous êtes libres, mais vous ne faites rien pour défendre, vos propres intérêts. Je m'arrête là parce que si je vais en profondeur, ça sera mal. Merci, Madame Linda, et puis bonne journée. Merci à vous, Zerfel, de nous avoir rappelé. Alors, nous allons prendre ce téléspectateur depuis l'Allemagne ce matin. Bonjour et bienvenue. Emmanuel Linda Dedi. Amdaka, frère Simon, Alain Jules Meunier. Bonjour l'Afrique, bonjour à tous les frères de combat. Mon frère Simon avait raison. Les rails sont un volet socio-économique qui oppose la laideur de la franc-maçonnerie néolibérale avec ses principes de sous-développement appliqués dans les pays africains. Et les francs-maçons ont besoin d'argent pour financer les rébellions et révolutions de couleur en Afrique. Il faut transporter les armes par les rails pour livrer les nids de déstabilisation du Tchad, de la Centrafrique et du Nigeria. C'est pour cette raison qu'ils accélèrent la reprise d'un trafic ferroviaire désuet. Et ceci au mépris des vies humaines qu'ils mettent en danger. La franc-maçonnerie a été introduite en Afrique au lendemain de la Première Guerre mondiale par les religions abrahamiques sous l'égide du christianisme, dont mon frère Simon a franchement raison quand il fait allusion à ce volet-là. Si vous calculez aujourd'hui, d'après moi, la courbe d'extension de la franc-maçonnerie, comme dans le cas des infections épidémiologiques, vous allez constater qu'il y a peut-être 50 à 60% des hauts fonctionnaires camerounais qui sont dans la franc-maçonnerie. Alors, vous ne devez pas être surpris des combats qui opposent les patriotes camerounais comme Cyrus Ngom et les dignes fils de ce pays à cette cacodémonie. Franchement, il faut arrêter cette circulation. Elle n'a même plus lieu d'exister parce que depuis que la circulation a été arrêtée, les gens se déplacent de Douala à Yaoundé. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix être un trafic sur pied? C'est tout simplement pour d'autres fins. Et ces fins-là, je vous les ai énumérés. Il n'est pas question de laisser les saboteurs du développement camerounais gagner des combats à tout bout de champ. C'est pas parce que on vous parlait de chefs traditionnels et de ministres que vous allez plier les chines. Jamais. Si ces gens-là sabotent le développement du Cameroun comme ils le font toujours, nous sommes en droit de leur opposer la résistance la plus farouche. Parce que ce qui se passe ici est
une guerre socio-économique et nous sommes en droit de nous défendre. Si nos morts ne sont même pas pleurés, si nous n'avons même pas la possibilité de dire quoi que ce soit, parce qu'on va nous dire que les dirigeants. Mais qui élit les dirigeants dans un pays? C'est pas le peuple. C'est le peuple qui élit ses dirigeants. Alors, on arrête ça, on leur oppose une résistance et la vie continue. Je vous aime tous. Bonne journée et à bientôt. Ce matin, et donc je crois que nous allons revenir sur ce plateau avec vous, avec peut-être ce dernier appelant avant de redonner la parole à Alain Jules Meignet. Bonjour. Bonjour Linda et bonjour Afrique Média et bonjour mon frère Simon et Jules Meignet. Merci Afrique Média. Vous savez, quand vous avez affaire à Bolloré, là, c'est à ces contrats de dupes là que vous assistez. Hein. Vous, les Camerounais et nous sommes logés à la même enseigne. Hein. En Côte d'Ivoire, nous avons l'électricité et l'eau qui sont gérés par Bolloré. Je vous apprends qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'électricité et d'eau depuis deux mois. On parle de Corona, il n'y a pas d'eau. On vous dit de vous laver les mains, il n'y a pas d'eau. Et quand moi, c'est le genre de contrat que nos autorités signent. C'est ça qui m'inquiète. Quand dans le contrat de l'électricité et de l'eau qui est géré par Bolloré, on vous dit que dans l'extension du réseau ne relève pas de Bolloré. C'est-à-dire c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit étendre le réseau pour que Bolloré encaisse l'argent, pour que Bolloré gère l'eau et l'électricité. C'est le même contrat d'imbéciles, d'idiots là, que nos dirigeants ont signé. Pareil aussi pour l'électricité. Vous n'avez pas l'électricité. Vous avez des denrées alimentaires dans le frigo qui pourrit. Bolloré ne doit pas rendre des comptes. Et ça dit que Bolloré est intelligent, est trop intelligent, ou bien nos chefs d'État ou nos dirigeants sont idiots. Ça, je ne comprends pas. Parce que quand je vois ce qui se passe au Cameroun, les conditions même de transport là, c'est honteux, c'est humiliant. Même au temps de l'esclavage, je ne crois pas que ce genre de choses, d'images là, ça choque. Ces images là choquent. Et des dirigeants d'un pays normal, d'un pays sérieux, acceptent ça. On transporte vos populations comme du bétail. C'est normal ça. Moi, je veux maintenant au ministre du Transport, le ministre des Infrastructures, il doit avoir une commission pour les interroger, pour demander qui a reconnu ce contrat de dupe-là à Bolloré. Parce que à l'heure où nous parlons, on ne doit plus accepter ce genre de choses-là. Bolloré, quand vous signez avec Bolloré, c'est le sous-développement que vous acceptez, c'est la misère que vous acceptez. En Côte d'Ivoire, Bolloré nous dit qu'elle va construire un métro, 30 km de métro, à 1500 milliards. S'il vous plaît. 30 km de métro à 1500 milliards, s'il vous plaît. Donc, au Sénégal, elle a fait, au finish, on dit au Sénégalais que il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner le métro. Vous voyez à qui on a affaire. Moi, vraiment, en 2021, là, je ne voulais plus être là en train de parler de Bolloré. Hein. Franchement, je pense que ça là, cette escroquerie, cet esclavage-là, ça devait être derrière nous. En 2021, là, je crois qu'on devait parler de choses, compte tenu du fait que quand vous travaillez à Bolloré, c'est-à-dire que vous acceptez la misère, vous acceptez le sous-développement, vous acceptez de ne pas... C'est ça quoi, c'est Bolloré, c'est ce qu'ils vendent, hein. C'est ce qu'ils vendent. Mais le ministre de la communication, le ministre des infrastructures, c'est eux qui doivent nous rendre compte comment, qu'est-ce qui s'est passé, et puis ils ont pu aller reproduire ce contrat-là avec Bolloré, sachant très bien que le rail n'a pas été refait. Merci. Ça fait plaisir. Merci également à vous pour votre participation. Alors, Alain Jules Meignet, tout à l'heure, nous avons eu le pasteur Soin qui posait quand même quelques préoccupations. C'est vrai que à l'entame de vos propos, vous avez quand même pu apporter des réponses à ces préoccupations-là. Notamment, il a posé une question, qu'est-ce que les Camerounais ont prévu de faire justement face à cette situation ?
Et c'est vrai qu'il s'interrogeait également sur la place qu'occupe Bolloré au Cameroun. N'est-ce un opérateur économique? Est-ce que le Cameroun ne peut pas faire sans Vincent Bolloré? Si on reste justement au niveau de Camrail, c'est très difficile de se débarrasser de Bolloré parce que au niveau des actionnaires de Camrail, Bolloré est là à 77%, un peu plus de 77%. L'État du Cameroun est à 13%, 13-14%. Et ensuite, il y a la compagnie Tanry qui est à 3%. Et puis Total Cameroun à 5%. Donc je crois que c'est difficile de se débarrasser de Bolloré comme ça, quoi. En revanche, je crois que l'État peut jouer de tout son poids pour essayer de dire à Bolloré que voilà, vous savez, mettez tout aux normes. C'est la moindre des choses. À partir du moment où vous gagnez de l'argent chez nous, je crois qu'avec un budget je vois, parce que je suis en train de regarder des sources là, un budget assez colossal quand même. Ces gens peuvent refaire effectivement les voies. Il y a plus d'1,4 million Camerounais qui voyagent par train. Et il y a au niveau du trafic fret 1,6 million de tonnes par an. Donc ça veut dire que ça engrange beaucoup d'argent. Je vais rappeler quand même aux Camerounais que aujourd'hui, non seulement au niveau du port, il y a des pays qui ne dépendent que du Cameroun. Il y a le Tchad qui est enclavé. Il y a la République centrafricaine. Donc tous ces gens-là permettent que notre voie ferroviaire fonctionne et engrange beaucoup d'argent, ainsi que le port. Mais je crois que aujourd'hui, effectivement, il est très difficile de faire partir Bolloré. Mais je crois quand même qu'il y a des possibilités. C'est-à-dire que lui demander des résultats, même comme l'État est minoritaire au niveau, n'est-ce pas, de ses actions dans cette compagnie Camrail. Mais je crois que l'État, déjà, c'est un pays, c'est le Cameroun, et il faut dire à son partenaire-là que voilà, écoutez, on veut bien ce partenariat, mais il faut que ce soit du donnant-donnant. On ne peut pas vous donner cette concession-là, et après, les Camerounais ne sont pas satisfaits. Je crois qu'il faut que ça s'arrête. Et c'est pour cela que je suis vraiment très en colère de voir que non seulement les pauvres morts des ECA ne sont toujours pas indemnisés, c'est-à-dire les familles ne sont pas indemnisées, et après, en grande pompe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on nous remet les mêmes trains sur ces voies qui sont encore aux normes coloniales. Je crois quand même que nous devons à notre niveau, je veux dire, nous, le peuple, n'est-ce pas, je dirais même le bas peuple, nous devons interpeller les autorités dans ce sens-là, c'est-à-dire que leur dire que, voilà, écoutez, essayons quand même, pour une fois, de dire à ces gens-là non, pour qu'on puisse évoluer normalement, pour qu'on puisse moderniser nos voies, notre chemin de fer. Parce que ce n'est pas possible si on reste comme ça. Alors, je ne sais pas à quel moment la concession va s'arrêter, mais je crois que ça a été octroyé en 1999. J'ose espérer que ce n'est plus une concession de 100 ans, parce que franchement, ce serait incroyable qu'on reste, n'est-ce pas, sur ce schéma-là depuis le début, quoi. Depuis 1999, vous vous rendez compte, nous sommes en 2021. Ça veut dire que on sait très bien qu'il y a eu Mbalmayo, Yaoundé, ça n'existe plus. Je crois que c'est M. Simon qui précisait encore les voies qui ont été supprimées. C'est vrai que derrière, il est très difficile d'accuser aussi l'État comme ça, mais l'État a ses responsabilités. C'est à l'État que Bolloré travaille normalement. Pas que Bolloré soit seulement là pour engranger des bénéfices, mais derrière laisser, n'est-ce pas, cet héritage colonial que nous avons en l'État. Donc moi, personnellement, je crois que c'est difficile de virer Bolloré, certes, mais nous avons quand même les moyens de faire comprendre à Bolloré que voilà, il faut travailler dans le bon sens. Donc je ne sais pas trop, ne vivant qu'au Cameroun, qu'est-ce qu'on peut faire, qui voir, qui interpeller, etc., pour que, qui mobiliser surtout, pour que les Camerounais se disent que, mais voilà, alors si on coupe à Bolloré, c'est 1 million
nos 1 million de voyageurs, je crois qu'il va réfléchir par 2 fois et probablement va se lancer à faire des travaux. Et puis peut-être on va prendre la route, hein, c'est-à-dire que si la République centrafricaine, le Tchad se disent que finalement on enverra des camions, on prendra plus le train, je crois que l'on pourrait être sauvé. Mais il y a trop de choses, trop d'intérêts qui sont liés à ce contrat que Bolloré a fait avec le Cameroun, que c'est vraiment très 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 difficile. Et je suppose que il y a eu beaucoup de pots de vin, malheureusement, disons-le comme ça. Mais je le dis, je n'ai pas de preuves, hein, mais j'avance quand même des choses qui peut-être demain pourront se vérifier. Parce que c'est impossible de comprendre qu'on reste vraiment au même état qu'en 2016 après la catastrophe des éclats. Ce n'est pas normal. Donc voilà. Qu'est-ce que les Camerounais doivent faire? Non, moi je ne comprends pas. Monsieur Meunier, monsieur Brampe, quand il dit qu'on ne peut pas chasser Bolloré, il faut chasser Bolloré. Il faut chasser Bolloré. Il faut dénoncer ce contrat et porter plainte contre Bolloré. Il faut chasser Bolloré du Cameroun. Qui doit chasser Bolloré du Cameroun? Le gouvernement doit dénoncer ce contrat et porter plainte contre Bolloré. Parce que Bolloré n'a pas respecté le cahier de charges. Mais monsieur, deuxièmement, puisqu'il y a des corrompus dans ce gouvernement... On n'en a rien à foutre. Les corrompus, ils ne sont pas des extraterrestres. Je dis encore, il faut dénoncer ce contrat et porter plainte. Déjà, pourquoi c'est maintenant que Bolloré met en marche les rails Douala, Yaoundé et Garoua? Pour des raisons stratégiques, parce que la France actuellement est en train de vouloir armer les rebelles au Tchad et en Centrafrique. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pas au hasard que Bolloré le fait. Et deuxièmement, il faut que les gens comprennent que c'est le gouvernement camerounais finance Cambrai. La Banque mondiale donne de l'argent à Cambrai et Bolloré prend cet argent pour envoyer en France. Et c'est les Camerounais qui vont payer. Il faut arrêter ce banditisme de Bolloré. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un dise qu'on ne peut pas enlever Bolloré. Bolloré n'est pas au Cameroun chez lui, c'est un État. Et c'est l'État qui a signé un contrat. On peut dénoncer ce contrat. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un dise que c'est pas possible. Bolloré, c'est qui? Pourquoi on dénonce pas un contrat? Si au Sénégal on l'a fait, partout on l'a fait. Pourquoi c'est au Cameroun qu'on ne peut pas faire? Moi je ne comprends pas. Mais monsieur Simon, quand le ministre des Transports, le patron des Transports, le patron de qui? C'est un ouvrier des Camerounais, madame. Accepte de faire ce voyage test, c'est un peu comme s'il approuvait ce qui se passe avec Bolloré. Madame Dédi, le ministre des Transports, c'est qui? C'est un ouvrier des Camerounais. Il va s'engager, on peut le chasser. Si les Camerounais ne montent pas dans ces conneries-là, ils vont mourir. Je vais vous donner un anecdote. Supposez un instant soit que vous êtes dans une gare routière. Vous avez payé un billet pour monter dans un bus, pour voyager. Et qu'au moment de voyager, vous voyez débarquer un vieux monsieur qui ne peut même pas marcher. On vous dit que c'est lui le chauffeur. Il ne peut même pas voir. On vous dit que c'est lui qui va vous conduire. Vous allez monter dans ce bus. Vous voyez un train qui est garé là. On vous dit que ce train va vous amener quelque part. Vous vous rendez compte que le train, c'était un vieux train. La locomotive ne peut pas rouler. Vous allez monter dans le train? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire. Les Camerounais doivent boycotter complètement tout ce qui est Bolloré. J'ai dit tout. À commencer par Canal+, Socapam, et tout. Tout ce qui est français, il faut boycotter. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire. Et qu'on même descende dans la rue. On l'a vu l'exemple au Tchad. C'est vrai, je n'apprécie pas le fait qu'on ait brûlé, mais c'est les autorités qui ont emmené, c'est les gens fâchés contre la France qui ont brûlé. C'est pas contre le peuple tchadien. Les gens ne veulent plus de la France. Et c'est pareil partout dans les pays africains. On ne peut pas comprendre que l'État finance les Bolloré. La Banque mondiale donne des crédits à Bolloré. Nous, on va payer. Bolloré prend cet argent pour envoyer en France, pour entretenir ses affaires. Et nous, en Afrique, on est là à payer de la France. C'est inadmissible. Madame Lida, il faut qu'on mette un terme à cette histoire. Et je pense que la meilleure manière, c'est de boycotter tous les produits français, Bolloré, Canal+, tout ce qui concerne les Français. Si on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on va donner des armes aux gens pour nous. Je dis encore une fois, Bolloré n'a pas mis ce train en marche pour rien. C'est un plan géostratégique pour financer la rébellion au nord et en Centrafrique. Parce qu'ils sont en train de perdre la bataille dans ce pays-là. Il est temps qu'on mette un terme. Et qu'on dise à Bolloré, on ne veut plus des Français au Cameroun. Point. 60 ans après, si on ne peut pas gérer une compagnie comme Camara, avant que ces gens viennent, est-ce que Camara ne fonctionnait pas? C'est quoi cette histoire? La régie va comme fonctionner très bien, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, un zozo qu'on appelle Bolloré va venir au Cameroun s'imposer, corrompre tout le monde. Et je dis encore, les vrais problèmes de Bolloré,
c'est le franc CFA qui fabrique en France. Ils sont capables de créer toute la merde en Afrique avec le franc CFA. Si on ne sort pas de ce franc CFA, on sera corrompu jusqu'aux os et tout le temps on aura des problèmes. Tant qu'on ne sort pas de cette histoire, on boycotte tous les produits français, on ne peut pas s'en sortir. Il est temps de sortir du franc CFA, de boycotter tous les produits français et de mettre en place quelque chose de solide pour dire aux gens on ne peut plus fonctionner comme ça. Et revoir le système scolaire. Merci à vous, Monsieur Simour, ce qui nous permet de marquer une pause dans cette édition Ligne Rouge. C'est pour faire un tour du côté des kiosques à journaux ce matin. Et Fabrice Ndoum est là, justement, pour partager avec nous ce que disent les journaux. Bonjour. Bonjour Lina, bonjour à vos invités. Merci de nous retrouver pour cette troisième livraison de la semaine de cette revue de presse française. Nous y allons pour démarrer avec l'Afrique de l'Ouest une fois n'est pas coutume, par le Mali précisément avec le journal L'Alerte qui sonne effectivement cette alerte ce matin évoquant ce conseil supérieur donc des Maliens de la... Eh bien, les raisons, vous les trouverez ce matin dans les colonnes de ce journal. Le Gaïdo, lui également, nous accueille, évoque cette sortie de crise. APM Maliko propose en tout cas 2 scrutins au lieu de 6, précise le journal. Le Matin est lui dossier disponible en kiosque ce matin. Il s'intéresse donc au rassemblement pour le Mali avec ses intrigues donc malsaines au sein du RPM, le SMS de Bokari Treta qui fait véritablement jaser. La suite, vous la lirez effectivement ce matin dans les colonnes de ce journal-là. Le nouveau réveil qui est en kiosque ce matin s'intéresse au patrimoine immobilier de l'État. Et l'État du Mali nous livre les révélations en tout cas sur le bradage des bâtiments publics donc sous l'ère Ibrahim Boubacar Keïta. Information que vous lirez ce matin dans les colonnes de ce journal. Et le Ziré qui nous accueille lui également s'intéresse à cet homme en image, Moussa Sinko Koulibaly, qui est donc en quête du paradis promis donc aux Maliens. Et en seconde une, le journal s'intéresse à la présidentielle de 2022. Bobo Cissé, ce candidat fantôme, fait donc lire et dire le journal qui est en kiosque ce matin. Nous sommes là avec le Ziré qui est en kiosque ce matin, effectivement, qui s'intéresse à Bobo Cissé, ce candidat fantôme, précise le journal dans sa livraison de ce matin. Et bien du Mali pour le Togo, avec Togo Matin qui est en kiosque ce matin, s'intéresse à ce nouveau mandat de Fort Yassibé Yadema. Le parti Unir célèbre donc dans la foi l'an 1 de la prestation de serment de ce dernier, précise le journal. Et au Bénin, on est avec le confrère de la matinée, le journal cher à Félix Soundé Pépérépé, qui s'intéresse à l'actualité sportive et footballistique, à l'occurrence la liste des États approuvés pour les qualifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mathurin de Chakieu, ce comité exécutif, sauf donc le Bénin, croit donc savoir effectivement le journal de Félix Soundé Pépérépé, qui est justement en kiosque ce matin. Et bien pour preuve, le journal salue d'ailleurs l'action de ces derniers sur la rénovation du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, qui était effectivement sur la liste rouge, lequel stade n'a justement pas été sanctionné parce que la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports ont effectivement fait tout de mettre ce stade à pied d'œuvre, précise le confrère de la matinée qui est en kiosque ce matin. Nous sommes toujours avec le journal Le Confrère de la matinée. Nous allons donc aller avec cette fois-là un autre journal, c'est l'événement précis qui est en kiosque ce matin. L'événement précis qui s'intéresse donc à cette réorganisation de la classe politique béninoise. Paul Oukpe prend officiellement et définitivement les commandes de la tête de l'opposition béninoise. La dynamique RLC fait allégeance donc à Oukpe et le félicite d'ailleurs selon le journal qui est en kiosque ce matin. Le matin, nous sommes du côté du Bénin, s'intéresse à cet accès à l'électricité dans ce pays-là qu'on appelle le Bénin. 0 francs pour l'abonnement des PME, mais surtout des PMI, précise donc le journal. Matin libre pour sortir définitivement du Bénin. Nous accueille lui aussi ce matin au Bénin, en Afrique, mais surtout à international. Le journal remarque donc cette vague d'indignation contre l'emprisonnement de cet homme Adima. C'est donc notre ami Aïvo. Les réactions continuent de pleuvoir selon le journal. C'est donc une mauvaise publicité faite à l'endroit de cet étroit dit de droit qui est donc le Bénin. Information que vous lirez ce matin dans les colonnes de ce journal. Au Burkina Faso, on s'intéresse à cette attaque du côté donc de Seitanga. Le gouverneur du Sahel est aux côtés des familles des victimes, précise le journal. Et le quotidien qui est en kiosque lui également ce matin, toujours du côté du Burkina Faso, s'intéresse au CIFOP qui a donc réagi à propos de la recrudescence des attaques terroristes du côté du Burkina Faso. On est avec le quotidien. Nous nous demandons si nous avons encore un État dans ce pays. C'est donc exclamé en tout cas le CIFOP à propos donc de la recrudescence de ces attaques terroristes dans ce pays-là qu'on appelle le Burkina Faso. Et au Sénégal, on y avait le journal Enquête Plus, site d'information en santé, WhatsApp et autres Facebook. C'est une santé véritablement au virtuel dont fait désormais
face ces nombreuses populations et également ces médecins du côté donc du Sénégal et en Côte d'Ivoire. On y est avec l'héritage qui célèbre donc les 87 ans d'héritage de cet homme en image, Henri Konan Bédié, le vrai patriote ivoirien à 87 ans donc HKB, le parcours exceptionnel d'un génie politique comment Zouéba a sauvé 3 fois la Côte d'Ivoire. Bédié, l'homme qui a fait don de sa personne à son pays, précise le Bélier, l'héritage, le Bélier qui a lui aussi également en kiosque matin semble s'intéresser à cet anniversaire donc d'Henri Konan Bédié, mais surtout du PDC-RDA et les Ivoiriens qui souhaitent donc joyeux anniversaire au président Henri Konan Bédié. Le Bélier intrépide lui également dans sa livraison de ce matin et aux antipodes de la question politique s'intéresse plus ou moins aux questions sociales, du moins sociétales, avec cette exaspération des coupures intempestives d'eau et d'électricité du côté donc de la Côte d'Ivoire. Les populations d'Abobo et autres à Niama en colère interpellent le président Alassane Dramane Ouattara. On veut notre eau et notre courant, point de fin de citation. La circulation en tout cas perturbée depuis hier, précise le Bélier intrépide dans sa livraison de ce matin. Le sursaut lui également est en kiosque et parle d'un scandale au ministère du pétrole où 20 personnes se partagent la bagatelle somme de 455 millions de francs CFA. Des révélations dans les cadres sur les cadres véritablement impliqués. Ali, effectivement, ce matin, dans les colonnes du journal Le Succès, nous sortons avec le quotidien d'Abidjan. Dans sa livraison de ce matin, Gbagbo et Bédié se parleront donc justement aujourd'hui, avant dans ce retour en Côte d'Ivoire, tout sur l'ordre du jour de la dite rencontre, ce que les pays est donc allé faire chez le roi d'une Sanoui, à lire dans les colonnes du quotidien d'Abidjan. Dans sa livraison de ce matin, un tour du côté de l'Afrique du Nord avec le journal El Moudjahi. Nous sommes là du côté de l'Algérie. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, pour lui, c'est donc une réforme profonde, en tout cas, et graduelle du secteur de la santé. Covid-19, la situation est stable. Le dialogue se poursuivra d'ailleurs aujourd'hui avec un partenaire social, précise le journal dans sa livraison de ce matin. Le jour d'Algérie, lui également, nous accueille dans sa livraison de ce matin et s'intéresse effectivement à ce nouveau variant, le variant indien pour ne pas le citer. L'Institut Pasteur d'Algérie donne désormais l'origine en tout cas des 6 nouveaux cas, lesquels cas de contamination par le variant indien enregistrés dans la wilaya de Tipaza sont donc des ressortissants indiens travaillant dans un chantier de construction, a expliqué en tout cas hier le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, ajoutant qu'il a été détecté pour la première fois chez un ressortissant indien qui est rentré récemment au pays et a justement contaminé les autres populations. Information que vous lirez d'ailleurs ce matin dans les colonnes du journal Le Jour d'Algérie, disponible en kiosque ce matin. L'expression lui également nous accueille. Il a donc réussi son premier pari avec des milliers de logements à distribuer. C'était le 27 jour du Ramadan. Tarek Bellaribi, un ministre tout-terrain, fait donc nous dire et lire ce matin le journal, l'expression quotidienne. Dans sa livraison de ce matin, nous y allons cette fois-là du côté de l'Afrique centrale avec le journal Gabon Review. On est au Gabon qui s'intéresse donc à cet homme Patrice, qui s'intéresse au procès de Brice Lacruche à Lianga. L'audience n'a justement pas eu lieu hier. Le dossier de l'ancien directeur du cabinet du président de la République, Brice Lacruche à Lianga, poursuivi pour obtention frauduleuse de documents administratifs, devra donc encore attendre avant d'être examiné justement sur les questions de fond. Précise d'ailleurs le journal dans sa livraison de ce matin. On y reste au Gabon avec cette fois-là le quotidien national L'Union qui est disponible ce matin en kiosque. BGD non-lieu et compte bloqué. Voilà donc un an que les gestionnaires de recouvrement de la BGD aujourd'hui en liquidation, qui avait d'ailleurs été traînés en justice pour malversation et détournement de fonds, ont bénéficié d'un non-lieu, sauf que leur compte bancaire demeure à ce jour bloqué sans qu'apparemment rien ne le justifie. Un dossier de plus à gérer donc pour l'actuel liquidateur, précise le quotidien national L'Union dans sa livraison de ce matin du côté donc de la République centrafricaine. Aujourd'hui, c'est le jour de l'élection du président de l'Assemblée nationale, selon le journal Corbeau News qui est en kiosque, qui est en ligne ce matin. Et nous apprend d'ailleurs que les alliances semblent véritablement se multiplier après plusieurs jours en tout cas de tractations en coulisses. Les députés vont donc devoir élire ce mercredi 5 mai leur nouveau président pour les 5 prochaines années. D'ores et déjà, dans le camp de la majorité présidentielle, le nom de l'ancien Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji est annoncé, tandis que dans l'opposition, les choses ne sont pas encore claires. Cependant, l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé, président du MLPC, et Joseph Bendouga, président du MDRC, ont déjà déposé leur candidature. Précise en tout cas le journal Corbeau News dans sa livraison de ce matin. On
va au Tchad avec le journal Al-Wida qui s'intéresse à la question tchadienne. Guterres, l'ONU reste donc fermement engagée à soutenir le peuple tchadien, a déclaré l'actuel secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Information qu'on lirait ce matin dans les colonnes de ce journal Tchad Info, qui est tout aussi en ligne ce matin, s'intéresse à ce rendu en tout cas de la mission de l'Union africaine, qui a d'ailleurs déclaré, je cite, c'est d'abord aux Tchadiens de sortir leur pays des difficultés à lâcher donc Mohamed Idriss Farah. Information qu'on lirait ce matin dans les colonnes de ce journal. Et si on parlait de l'insécurité du côté de la République démocratique du Congo, avec le journal au courrier de Kinshasa, Félix Tshisekedi Tshilombo appelle désormais une mobilisation on ne peut plus azimut, sinon total, pour faire foi. Avec le journal au courrier de Kinshasa qui est disponible encore ce matin. Les dépêches de Brazzaville nous sommes là du côté du Congo et on évoque avec ce journal crédit carbone, 22,8 milliards de francs CFA désormais disponibles pour lutter désormais contre la déforestation, précise les dépêches de Brazzaville dans sa livraison de ce matin au Cameroun. On y est avec Cameroun Tribune, succession dans les chefferies traditionnelles, que de remous, s'exclame donc le journal. Les non-respect des dispositions légales sur le mode de désignation de ces auxiliaires de l'administration, l'implication des acteurs non concernés et la place de plus en plus importante qui leur est désormais reconnue, explique les blocages observés ces derniers temps dans le processus de sélection des chefs traditionnels au Cameroun. L'information est à lire et à retrouver intégralement dans les colonnes de ce journal. À Baganté, c'est donc un nouveau front qui semble se mettre en place, celui de Niat contre Ketia Cortez, au cœur de l'actuelle passe d'armes entre le président du Sénat et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le fauteuil des maires et le contrôle du département du D semble donc être au centre de tous les débats. Information à lire effectivement ce matin dans les colonnes de ce journal. La dépêche de midi, le journal cher à notre ami André Kissel Fanga évoque cette taxe force fonds Covid. Ferdinand Gongo, le gestionnaire des dossiers on ne peut plus compliqué, affiche donc le journal qui ne manque pas d'évoquer du PAD. Cyrus Ngo et ressuscite le duc d'Albé pétrolier. Autant d'informations qu'on lirait dès ce matin dans les colonnes de ce journal. Le regard du monde lui également est en queue ce matin et nous permet d'avoir un regard on ne peut plus panoramique sur la ville de Galim. Les populations sont désormais dans la panique après donc la deuxième attaque qui s'est produite dans cet arrondissement. C'est toujours la psychose générale au sein des populations de Galim en particulier et de la région de l'Ouest en général. Ces populations en tout cas panique appellent désormais le chef des armées à l'aide, fait savoir le journal. Et nous sortons pour terminer cette revue de presse africaine du côté donc de la République centrafricaine avec le quotidien numérique qui s'intéresse ce matin à ces mercenaires russes qui font désormais l'objet de plusieurs accusations du côté de ce pays. L'information que vous lirez d'ailleurs ce matin dans les colonnes de ce journal. Bonne lecture à tous et à demain. Merci à vous, Fabrice Ndoum, pour toutes ces informations. Rendez-vous donc en kiosque, chers téléspectateurs, pour avoir la quintessence de tout ce qui a été présenté ce matin dans le cadre de cette revue de presse. Ligne rouge se poursuit naturellement avec nos invités ce matin et notamment la thématique qui fait l'objet de cette édition. Nous parlons du Cameroun avec bien sûr Camrail, le train de Camrail, justement Bolloré, et son train de la mort, un thème qui fait référence au voyage test du 29 avril dernier, qui annonce ainsi la reprise très prochaine des voyages par transport ferroviaire entre Douala et Yaoundé, pratiquement 5 années après le déraillement survenu donc en 2016, autant pour moi, c'était le 21 octobre 2016, où la catastrophe des Éca a donc endeuillé des centaines de familles camerounaises. Nous en parlons donc ce matin parce qu'effectivement, beaucoup de choses sont encore à faire dans cette affaire du déraillement des Éca, notamment les indemnisations qui ne sont pas à jour et effectivement la santé du rail camerounais qui ne respecte pas les normes rendues donc à 2021. Comment comprendre que ce soit encore des rails aux normes du passé qui sont encore sur les chemins de fer camerounais? Et puis en troisième position, on a effectivement ces wagons rénovés, des wagons qui ont tué
des Camerounais, et l'on sait justement que c'était un système de freinage défaillant constaté sur ces wagons qui ont donc conduit à cette hécatombe en 2016. Comment comprendre aujourd'hui que l'entreprise en charge bien sûr du transport ferroviaire puisse tout simplement rénover ces wagons qui ont tué des Camerounais par le passé et les remettre en circulation? Nous en parlons donc ce matin, chers téléspectateurs, avec vous, mais également avec nos invités. Nous avons par ailleurs Monsieur Simon sur ce plateau, qui pour lui pense que la solution, c'est bien évidemment de demander à Bolloré de partir. Mais il n'y a pas d'autre solution, Madame Linda. D'autant plus que, si vous remarquez bien, depuis qu'il y a des problèmes en Afrique, on parle des djihadistes, on parle de Boko Haram, et ils ne se sont jamais attaqués aux intérêts français en Afrique. Comment pouvez-vous expliquer que les gens qui luttent contre je sais quoi ne s'attaquent à aucun truc français en Afrique depuis la nuit des temps? Ils tuent les Africains, ils tuent tout le monde, sauf ils ne touchent pas aux intérêts français, ni à aucun Français. C'est quand même bizarre. Et vous verrez que c'est la France qui finance le terrorisme en Afrique. Et ils sont tranquilles. Non seulement ils financent, mais nous, on leur donne de l'argent pour financer. À travers les achats, à travers les abonnements à Canal+, à travers plein de choses. À travers le transport par Cambraille. Je dis encore une fois, il est temps de mettre un terme à cette histoire. Il faut que les peuples se mobilisent pour dire à Cambraille, on ne veut plus de Cambraille au Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer, vous allez dans n'importe quelle structure au Cameroun et partout en Afrique, vous verrez les antennes Canal+ sur les toits. Imaginez un temps, je le dis régulièrement sur ce plateau, à Douala seulement, s'il y a 1 million d'abonnés qui payent 5 000 francs le mois, vous imaginez ce que ça peut faire comme argent? Et au cours d'une année, ce que ça peut faire? Imaginez que ce soit 5 millions d'abonnés, ils peuvent avoir plus de 5 millions. Donc c'est triste de constater que ce sont les Africains eux-mêmes qui payent de l'argent aux terroristes pour les tuer régulièrement. C'est pareil pour les gens du Nozo. Donc je dis encore une fois, il faut qu'on mette un terme à cette histoire. Sinon, on va voir périr nos enfants, toute une génération, pour le plaisir des Français qui ne nous servent à rien du tout. Donc il est temps de mettre un terme. Et pour ce faire, il faut simplement que les Camerounais se mobilisent, tous les pays africains se mobilisent pour dire on ne veut plus de Français dans tous les pays africains. On n'en veut plus. Trop, c'est trop. Merci à vous, Monsieur Simon. Le standard qui est ouvert, nous y retournons pour prendre quelques appelants. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Papa Sylvie, bonjour à Alain Jules. Vraiment, nous sommes sidérés. Nous sommes sidérés parce que les Français se moquent effectivement des Africains. Que fait encore Bolloré sur le territoire camerounais? Avec tous les morts que nous avions vus, avec tous ces chers Camerounais qui sont laissés sur les rails, Papa Simon a grandement raison. Il est temps qu'on puisse chasser ces Français-là, qu'on puisse les retirer. Ce sont des censures. Nous ne devons pas les laisser. Vous avez fait un documentaire là-bas ce matin que nous avons vu et nous avons compris le pourquoi ces blancs-là veulent nous maintenir dans la pauvreté. Le problème de l'Afrique et plus particulièrement du Cameroun n'est pas le développement, n'est pas le sous-développement. Il y a un problème crucial qui se pose. L'Africain doit comprendre, et plus particulièrement l'homme camerounais doit comprendre que l'esclave qui ne peut pas attirer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son tort. Il est temps qu'on puisse comprendre que quand ces Français sont là, ils ne sont pas là pour nos biens. Regardez, Total est là. On n'inquiète jamais Total. Tous les biens français est là, on ne les inquiète jamais. Ils passent tout leur temps à financer le terrorisme au Cameroun et plus particulièrement en Afrique. Et on reste là, on les regarde. Et mais quand on passe le temps à les regarder là, ils s'en fichent effectivement de nous. Si le lendemain, le même train qu'ils ont remis là fait l'accident, ça ne leur dirait rien. Parce qu'ils nous voient comme des rien, comme des simples gens qui ne peuvent rien faire. Il est temps qu'on puisse comprendre que si on ne peut pas se lever contre ces Français, surtout plus particulièrement ces Français-là, ces Américains, ces Anglais et ces capitalistes-là, vraiment, on va que périr. Vraiment, je suis vraiment sidéré. Je manque même les mots pour pouvoir dire ce qui est en train de se passer là. Il y a les endocolons là qui sont assis carrément là à Yaoundé et ils se moquent de la population. Purement et simplement. Et on les regarde faire.
Non, vraiment, je dis vraiment, les mots me manquent même pour pouvoir décrire ce qui est en train de se passer, ou bien ce que je suis en train de voir à l'écran là. Ça fait mal. Nous avons nos frères, on ne les a même pas encore indemnisés. Nous avons encore beaucoup d'autres là qui ne savent même pas où ils se trouvent. Et on remet encore le train sur les rails pour faire les voyages intercity. Est-ce que avant que Bolena n'arrive, le train camerounais ne fonctionnait pas? Ça fonctionnait. Nous, on avait la régie Faircam camerounaise et puis ça fonctionnait. Le train circulait. Et ça nous avait donné beaucoup d'emplois. Mais aujourd'hui, quand est-il? Bolo est arrivé, on a fermé toutes les succursales qui étaient autour de la régie Faircam pour conférer ça à Bolloré. Vraiment, je dis merci à tous les gars, je dis merci à tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci. Le monde est nous. Avoir rappelé ce matin. Alors de suite, nous allons prendre ce qui fait l'actualité sportive ce matin avec Christelle Wandi. Vous l'aurez certainement compris, c'est l'heure de Premium Sport. Bonjour Linda Dedi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette autre édition de Premium Sport. On va du côté de la Côte d'Ivoire. Depuis hier, nous en parlons de la visite du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, mais également celle du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui sont en terre ivoirienne depuis lundi dernier, donc hier, mardi 4 mai. Ils ont été reçus par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ils se sont entretenus du côté donc du palais présidentiel et ils ont également fait le point des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui sera organisée en terre ivoirienne et également évoqué le lancement à Abidjan d'un tournoi interscolaire panafricain de football. Les présidents de la FIFA et de la CAF ont réitéré la détermination de leurs organisations respectives à soutenir la Côte d'Ivoire, notamment en matière de développement des infrastructures sportives. Ils ont par ailleurs exhorté les acteurs du football ivoirien à l'union et à l'entente pour consolider les acquis et poursuivre le positionnement de leur pays sur la scène africaine et mondiale. Je vous propose à ce sujet d'écouter les présidents de la CAF et de la FIFA au sorti de leur entretien avec le président de la République ivoirienne, son Excellence Alassane Ouattara. Écoutons tout à tout Gianni Infantino et Patrice Motsepe, président de la CAF, président de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Rencontré avec toute notre délégation, avec aussi le président de la CAF, Patrice Motsepe, un président de la Côte d'Ivoire qui est un vrai passionné de football. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, président, c'est la capitale du monde du football, parce qu'il y a la FIFA et la CAF qui sont à Abidjan. La Côte d'Ivoire a un talent et une passion pour le football qui est hors norme. C'est un pays qui est béni des dieux. Tous ensemble, on fait partie de la même équipe, l'équipe du football. On est là pour soutenir la Côte d'Ivoire. On est tous supporters de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment le football aiment la Côte d'Ivoire, aiment les légendes, les talents, les joueurs ivoiriens. Pas seulement en Côte d'Ivoire, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, je vous assure. Le football, c'est beaucoup plus qu'un sport. Le football donne de l'espoir, donne de la dignité, donne du futur à beaucoup de garçons et de filles. Et on est là pour construire tous ensemble
Nous utilisons le football pour donner de la dignité aux Africains. Nous avons besoin que ce pays nous donne la fierté et la dignité qu'elle avait dans le passé, mais qu'elle a encore dans le futur. La Côte d'Ivoire ne porte pas seulement l'espoir de la Côte d'Ivoire, mais l'espoir de toute l'Afrique. Nous allons unir le football et nous allons le faire briller. Nous avons confiance dans le futur. Voilà, c'était donc les présidents de la FIFA et de la CAF qui parlaient, voilà, qui faisaient la quintessence de l'échange avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui a donc reçu ses présidences des instances fêtières du football dans le monde et même en Afrique. La situation à la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, a également préoccupé Patrice Motsepe et Gianni Infantino, qui ont donc demandé ou alors prôné l'unité en Côte d'Ivoire pour l'élection d'un seul candidat à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Écoutons-les, ils se prononcent en ce qui concerne l'élection à la FIFA. Écoutons Gianni Infantino et bien sûr Patrice Motsepe. We are here from CAF and from Le plus important message pour moi, on est venu ici pour l'unité. J'ai entendu dire qu'il y a 3 groupes et il faut que ces 3 groupes se mettent ensemble pour le football. That is the most important message. On n'est pas contre le football ivoirien. J'avais pu lire ça, on m'avait reporté que certains disaient que la FIFA était contre la Côte d'Ivoire ou le football ivoirien. Il n'y a rien de plus faux que ça. Rien. On adore la Côte d'Ivoire, on adore le football ivoirien, mais on est là aussi, parce qu'il faut se dire les choses, pour travailler dans l'unité. On veut travailler pour que les 3 groupes s'unissent. On ne soutient pas ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. On soutient le seul groupe qui mérite d'être soutenu, c'est le groupe du football. Rendez-vous donc dans les prochaines heures pour savoir ce qui se passera du côté de la Fédération ivoirienne de football. En attendant, un comité de normalisation, on le rappelle, a été mis en place. Et puis la Côte d'Ivoire sera de la partie en janvier 2022 prochain en terre camerounaise pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et un pays qui malheureusement ne sera plus de la partie qu'a qualifié lors des éliminatoires, mais malheureusement éliminé sur tapis vert. C'est le Zimbabwe qui a donc été sanctionné par la Confédération africaine de football pour la rencontre l'ayant opposé en mars dernier au Botswana. Rencontre remportée par le Zimbabwe sur le score d'1-0. Il s'agit donc, la faute revient donc au capitaine de cette formation, Knowledge Moussona, que nous aurons certainement en image. Il avait reçu 2 cartons jaunes et malheureusement il a été aligné par la sélection du Zimbabwe. Eh bien, la CAF a donc tranché. Le Zimbabwe ne sera pas de la partie si l'on ne se trompe pas. C'est bien sûr la Zambie, 3e du groupe H, qui prendra la place du Zimbabwe et qui se rendra en terre camerounaise en janvier 2022 prochain. Et puis l'affaire Gabon contre RDC se poursuit en attendant l'issue du verdict de la Confédération africaine de football. C'est que Lor Kanga, le joueur querellé, voilà, qui a fait une sortie affirmant qu'il n'a ni acte de naissance, ni de carte d'identité, ni de passeport délivré par la République démocratique du Congo. Il reste serein face à ces allégations de la Fédération congolaise de football association. On rappelle que Kanga Gelor est accusé de falsification et de fraude par la Fédération congolaise de football au niveau de son identité et de son âge. Donc les dossiers sont du côté de la Confédération africaine de football qui d'ici quelques jours se prononcera. L'on saura qui de la RDC ou encore du Gabon se qualifiera donc pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. On rappelle que lors des matchs des éliminatoires, la RDC était tombée devant le Gabon sur le score de 0-3. C'est donc une affaire à suivre. On prend une petite transition et on se retrouve derrière pour parler de Ligue des Champions.
Et le premier qualifié pour la finale, c'est bien sûr Manchester City qui a brisé le rêve du Paris Saint-Germain hier soir grâce à sa victoire 2-0 sur la formation de Kylian Mbappé qui malheureusement n'a pas disputé la rencontre car blessé face à Manchester City. Du côté de City, c'est Riyad Mahrez, l'Algérien, qui a donc donné l'avantage aux siens à 2 reprises. Tout d'abord à la première période, à la 7e minute, avant d'inscrire un deuxième but en seconde période pour donc saler l'addition 2-0. Score de la partie et puis on va le rappeler 4-1 en aller et retour pour la formation de Manchester City qui a donc privé le Paris Saint-Germain d'une finale. Le PSG qui pour une seconde fois échoue aux portes de la finale. Cette fois, c'est Manchester City qui a brisé donc le rêve de Mauricio Pochettino et ses poulains en demi-finale. C'est Riyad Mahrez, on l'a dit tout à l'heure, qui a donné l'avantage aussi à l'Algérien, champion d'Afrique en titre, il faudra le rappeler, qui a donc permis à City de se qualifier pour la finale. On l'écoute à présent, Riyad Mahrez, très satisfait de la qualification de son équipe pour la finale. Écoutons Riyad Mahrez. Ouais, je pense que c'est mérité sur les 2 matchs, on mérite de passer. Voilà, on a su être efficace au moment où il fallait et voilà, on a fait la différence. Je pense qu'aujourd'hui, première mi-temps, on était moyen, encore une fois, et deuxième mi-temps, on a su relever notre niveau et on peut marquer 3-4 buts et voilà. Après, ils ont perdu un peu leur nerf et ils ont pris un rouge. Ça nous a un peu facilité la tâche après quand il restait peut-être 20 minutes ou 15 minutes. Donc ouais, je pense que sur les 2 matchs c'est mérité et voilà, on mérite d'aller en finale. C'est sûr que marquer dans les grands matchs, dans les grands moments, c'est ce qu'on veut quand on est footballeur, c'est quand on est jeune, c'est de quoi on rêve et voilà. Après voilà, j'ai réussi à marquer 3 buts sur les 2 matchs. C'est bien pour l'équipe. Je pense que, comme j'ai dit, voilà, on a été très très solide quand même sur les 2 matchs. Et voilà, on a su être efficace et on mérite de passer. C'était donc Riyad Mahrez, auteur d'un doublé hier soir lors de la rencontre ayant opposé son équipe Manchester City à la formation du Paris Saint-Germain. Il y aura donc un Algérien en finale de la Ligue des Champions qui est prévu du côté d'Istanbul. On rappelle que le Paris Saint-Germain a terminé la rencontre à 10-11 après l'expulsion d'Angel Di Maria qui a donc obtenu 2 cartons jaunes significatifs d'un carton rouge. Et voilà donc l'homme du match, malgré ses 2 buts, l'Algérien Riyad Mahrez n'a pas été nommé homme du match. C'est plutôt Ruben Diaz qui a donc été désigné homme du match hier dans cette rencontre ayant vu la victoire de Manchester City 2-0 sur la formation du Paris Saint-Germain. À suivre également ce soir la demi-finale retour entre la formation de Chelsea et du Real Madrid. On rappelle qu'à l'aller, le score était d'un but partout entre ces 2 formations qui rejoindra donc la formation de Manchester City et Riyad Mahrez en finale. La réponse, nous l'aurons ce soir à partir de 20h GMT. Et puis, on va se dire donc demain, rendez-vous demain pour une autre édition de Premium Sport. En attendant, Ligne Rouge se poursuit avec Linda Ndedi à la présentation. Merci à vous, Christelle Wandi, pour toutes ces informations. Vous l'avez dit, rendez-vous est donc pris pour demain pour une autre séquence Premium Sport. Entre-temps, Ligne Rouge se poursuit donc pour sortir de cette édition. Alors, avec vous, Alain Jules Meignet, pour sortir, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce foutage de gueule, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Un foutage de gueule, l'hôpital qui se fout de la charité au Cameroun, parlant justement de l'affaire Bolloré, notamment Camrail, transport ferroviaire.
Bah écoutez, c'est très difficile de se prononcer. C'est vrai que j'admire l'enthousiasme de mon cher frère et ami Simon, qui est sur votre plateau central. Mais, vous savez, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Je veux dire, on ne peut pas se lever un matin comme ça et puis dire que voilà, on va bouter hors de nos frontières tel groupe ou tel individu, etc. Parce que bon, à moins de se radicaliser et finalement de mettre le pays en difficulté. Mais je crois sincèrement que bon, ce qu'il a dit, le fond, il est là. Je crois qu'il faut effectivement penser à créer les conditions pour que le groupe Bolloré ne puisse suggérer nos chemins de fer. Et je crois que nous avons les armes pour ça. Et puis, bien évidemment, je crois que si il y a la volonté politique, on pourra le faire. On pourra le faire. Mais je crois que quand même mettre sur pied des boycotts, par exemple du chemin de fer, mettre la pression donc sur la société Cabrail, je me dis qu'ils peuvent peut-être changer. Et je pense sincèrement que il ne faut pas jouer dans la radicalité à l'extrême, mais faire comprendre à ces gens-là que voilà, personnellement, ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2021. Vous avez eu largement le temps de pouvoir changer, ne serait-ce que nos rails. Je lisais tout à l'heure les commentaires, n'est-ce pas, sur Facebook à propos de cette ligne rouge-là que vous présentez, chère Linda. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui disent que voilà, vous savez, c'est très compliqué parce que Bolloré n'a pas les moyens de sa politique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas refaire les rails. Bon, probablement parce que ça coûte très cher, mais on peut dire que bon, si on constate aujourd'hui qu'il n'a pas les moyens de mettre les rails aux normes internationales, ISO 9001, je crois, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'à partir de là, il faut donc lui poser la question. C'est-à-dire qu'il faut qu'on engage dès à présent, j'interpelle les autorités, dès à présent, un discours avec ces gens-là, qui est clair, leur demander de mettre les rails aux normes, leur poser la question de savoir s'ils ont les moyens adéquats pour pouvoir le faire. Mais maintenant, s'ils n'ont pas les moyens adéquats, on peut appeler d'autres partenaires. Et là, il faut que l'État puisse reprendre en main cette affaire-là. Je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, l'État puisse avoir 17%, alors que Bolloré, non, 13%, qu'est-ce que je raconte, alors que Bolloré en a 77% dans une compagnie, on va dire, nationale. Je crois qu'il faut procéder autrement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, n'est-ce pas, cette privatisation sauvage et revenir aux choses qui font que l'État soit derrière tout. Et à partir de ce moment-là, on pourra réellement soit accuser l'État, soit accuser telle autre personne qui est impliquée dans le dit projet. Donc je crois que personnellement, je ne serai pas dans une situation radicale, mais je pense qu'on peut vraiment procéder de manière à ce que, effectivement, notre partenaire, on va dire, et notre partenaire, comprennent que ce n'est plus possible. Donc, lui demander de mettre... Je ne sais pas le cahier de charge, malheureusement, je n'ai pas lu le cahier de charge. Mais est-ce qu'on a demandé à ces gens-là de refaire les rails? Mais maintenant, on peut changer à tout moment. Leur dire que, bon, voilà, écoutez, il faut que nos rails soient aux normes, parce que nous pensons avoir des trains à grande vitesse, parce que nous pensons avoir des locomotives beaucoup plus rapides, pour permettre aux Camerounais de mieux vivre. C'est-à-dire que, quand je vois le nombre de kilomètres de la Yaoundé ou de la Ngaoundéré, franchement, le rail peut être vraiment un vecteur de développement. C'est-à-dire que si, par exemple, de la Yaoundé, on se retrouve à mettre 2 heures, ça sera très intéressant. Je crois que l'avion met 40 minutes, quelque chose comme ça, ou moins. Maintenant, si effectivement les rails arrivent à 2 heures, au lieu de 4 heures et plus, je me dis que ce sera le développement. Et pour cela, il nous faut vraiment quelque chose, des outils modernes. Donc, je pense que effectivement, il faut leur demander s'ils ont la capacité de le faire. S'ils n'ont pas la capacité de le faire, leur dire donc de partir de cette manière-là et de prendre d'autres partenaires, peut-être la Chine, peut-être le Japon, je ne sais pas. Mais bon, au niveau de la France, ce sera très difficile. Donc, prendre d'autres partenaires, de faire en sorte que vraiment on ait des chemins de fer
aux normes internationales. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce départ, oui ou non, de Bolloré, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Très chère Linda, voilà. Alain Chulmenier, prompt rétablissement à vous. Nous espérons vous avoir dans de meilleures formes les prochaines fois. Alors, Monsieur Simo, pour sortir, qu'est-ce que nous retenons? Je voudrais dire à mon frère Meunier que c'est la main qui donne qui ordonne. Il me surprend un peu en disant qu'on ne doit pas être catégorique. Je voudrais rappeler à mon frère Meunier que c'est quand on a mis le Cuba en embargo qu'ils se sont développés. Il y a un moment où on doit dire on n'en veut plus et on met un terme. Et quand vous avez beaucoup de facilité, vous ne pouvez pas réfléchir. C'est dans les difficultés qu'on peut réfléchir, voir comment on peut solutionner nos problèmes. Si on pense qu'à chaque fois, tu as besoin d'un tissu, on te pousse un habit cousu. Tu ne peux pas chercher à connaître comment tu cultives le coton. C'est de ça qu'il s'agit pour l'Afrique. On a été tellement habitué aux facilités depuis la colonisation qu'aujourd'hui, si on voit bien, ce sont les nègres, ce sont les esclaves qui ont construit tous les pays occidentaux. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, partout. Si aujourd'hui on ne peut pas se remettre en cause, dire qu'on ne veut plus ces gens-là et être radical, l'Afrique ne va pas se construire. Si on pense que c'est avec la négociation, on va dire aux gens, vous êtes gentils, pardon, allez chez vous, ils ne vont jamais le faire. Il est temps de mettre un terme à ça. Pas toute forme de brutalité pour dire à la France, on est fatigué. Parce que pour arriver à ce niveau, ils ne sont pas venus avec le bonbon et le chocolat pour nous mettre dans la bouche. Ça avait les armes et la Bible. Je suis désolé d'entendre quelqu'un qui pense qu'on va leur dire gentiment, non, on va changer, on va vous enlever. Non, il n'est pas question. On leur dit, monsieur, vous arrêtez. Qui demande à ce que les trains ne fonctionnent plus? On met un terme à cette histoire. On va trouver les moyens d'aller à Yaoundé à pied, mais on va résoudre nos problèmes. On ne peut pas continuer à accepter que des voyous comme ça viennent s'installer, ils pillent notre argent, ils pillent notre sous-sol, et nous méprisent et nous assurent, nous tuent. Je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Il est temps que les Camerounais se lèvent pour dire non et non et non et non, on met un terme à cette histoire. C'est pas possible. Madame Linda. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simo. Et donc, pour sortir en beauté de cette édition Ligne Rouge, quoi de mieux que de s'informer dans la presse? Et c'est bien sûr la séquence Press Review ce matin. Presented by Sharon. Good morning. Good morning to you, Linda and Deji. Good morning to the thousands of televiewers following the press review this morning. We begin in Nigeria with the Nigerian Tribune. The journal opens with "Please help us," talking about the mothers of 17 abducted Kaduna varsity students who cry out for help. Page 2 of the paper has more on that story. The paper on page 2 equally writes, "Opponents plotting illegal confab to overthrow Buhari," quoting the presidency. Page 2, 5 and 24 have more on that story. Still in West Africa, with the Punch newspaper, which banners ACF Hoaneas, PDP slam Buhari as presidency alleges coup plot. Page 2 of the paper has more. Meanwhile, page 29 says reports that parents of the 29 college students still kidnapped protest at the National Assembly. Other interesting stories can be read on pages 3 and 4 of the paper. We continue in West Africa with the Guardian Post newspaper of Cameroon, which titles "Cameroon's first Anglophone Prime Minister, Achidi Achu, dies." More historical background of his death can be read on the front page of the Guardian Post newspaper. Cameroon again through the Sun newspaper titles "Season of Bad Things" as death row continues. The paper equally informs on the death of first Anglophone Prime Minister, political fox and BS joker in the early 90s, Honorable Simon Achidi Achu, dies at 89. More on this can be read on pages 6, 9 and 10 of the Sun newspaper. Page 3 of the Sun newspaper this morning states that government obtains 25.5 billion franc CFA grant and 10.4 billion debt cancellation. Still on page 3 of the Sun newspaper, it informs that publishers have issued a 5-point memo to the government on World Press Freedom Day. More interesting stories can be read on pages 4 and 7 of the Sun newspaper. Over to Kenya with the Star newspaper. The Daily says Raila moves to dismantle team. The paper also informs of the deal between Tanzania and Kenya, as it says Suluhu and Kenyatta sign Mombasa gas pipeline deal. In health, the paper reports that Kenya
Kenya plans to import COVID vaccine in large quantities in the country. Get more insight on page 10 of the Star newspaper. Daily Nation Kenya this morning writes, Uhuru and Suluhu hit the reset button. The paper says Kenya and Tanzania have announced a number of trade deals on President Samia's first official visit to Nairobi. Page 8 and 9 of the paper has more. Daily Nation also writes that Raila cracks the whip on party rebels over the BBI bill. We move to Uganda with the New Vision newspaper. The Daily writes, make Museveni Field Marshal, says Minister. Page 4 has more. Page 4 of the paper still informs that over 40 generals have been decorated in the country. Other interesting stories can be read on pages 8, 12 and 13 of the New Vision newspaper. In Rwanda, New Times Rwanda this morning quotes President Kagame, who states that there is no substitute for effective national health systems. Page 2 of the paper has more on this statement. Meanwhile, the paper writes on suspected Kigali assailants who were charged before the court-martial. Other news items can be read on pages 3 and 4 of the New Times Rwanda. Continuing in Zimbabwe with Daily News, the paper this morning writes ZANU-PF rouses party structures. It continues that this is in a bid to finish bickering opposition in 2023. We open South African newspapers this morning with the Sowetan paper, which informs that feel the sting of scorpion's light. The paper in relation to this writes that NPA unit goes for the kill and attaches assets with 1.4 billion rands belonging to former Eskom executives and 3 businessmen allegedly involved in inflated pricing of Kusili contract. Still in South Africa with Business Day, the paper says other ISIS assets of ex-Eskom bigwigs in health. The paper reports that third wave risk high in Gauteng as experts warn. Over to Namibia with the Namibian newspaper, which writes, baby dies after hellish ride in police van. Page 1 informs that the baby's head bashed into side of the vehicle. Page 1 still informs that Kora deals raised in vain. Still in Namibia with the New Era newspaper, which informs this morning that Rohabot CEO faces disciplinary council with raft of irregularities listed against Kanime. The paper also reports of an alleged rapist prisoner caught in the act. The Jerusalem Post this morning writes 2 critically wounded in West Bank shooting as attackers are at large. We end out of the continent with the Wall Street Journal this morning, which reports that Facebook's secret rulebook confounds penalized users. Other news items say Biden relocates unordered vaccines to states in need. That's what we had for you on the press review this morning. À vous le plateau, Linda Ndedi. Merci à vous, Sharon, pour toutes ces informations. Et c'est sur ce que nous allons donc refermer cette édition Ligne Rouge. Et rendez-vous est donc pris pour demain avec effectivement une autre édition Ligne Rouge avec certainement un autre thème. Vous le savez, nos programmes se poursuivent sur les antennes d'Afrique Média et nos différentes plateformes. Bonjour. Africa! Thank you.